Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Fight Minds, nouvelle vidéo boxe anglaise. Évidemment, on va encore revenir sur Fury Usyk, non pas pour essorer le sujet jusqu'à la moelle, mais parce qu'il y a énormément de choses à dire, évidemment, au vu de l'importance historique du combat et vu le déroulé du combat. On vous avait proposé dans la petite vidéo débrief à chaud, un peu émotion, ce que vous en pensiez, si vous vouliez voir une vidéo d'analyse technique plus poussée. Vous avez été nombreux à dire oui. Apparemment, ça vous a pas mal emballé. Ça a emballé Chris aussi. Du coup, on est là devant vous aujourd'hui pour faire une analyse plus détaillée. On a revu le combat. On l'a analysé un peu plus en profondeur et on va essayer d'en discuter de la façon la plus pointue, mais aussi la moins excluante possible pour ceux qui nous regardent et qui connaissent moins bien la boxe. Évidemment, je suis accompagné comme toujours de mon compère Kabir. Salut Kabir. Salut à toi Dylan, salut à tous. Ouais, un plaisir d'être là pour cette analyse technique. Effectivement, on a vu beaucoup de retours sur les commentaires. Merci encore Ouais, pour tous merci vos pour les retours retours. Ouais. sur la précédente vidéo. Et puis, on a vu que ça vous branchait. Donc, on a essayé de vous faire une petite analyse aux petits oignons. Et comme disait Dylan, on essaye de rentrer dans le détail sans trop être verbeux et essayer d'expliquer au plus simple avec les images que Dazone nous a gentiment permis de partager et qu'on vous mettra pendant le montage. Donc, ça va être une belle analyse, on l'espère. Et puis, n'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires. Oui, parce que vous allez avoir quelques extraits d'Azone aussi, et ça c'est pas mal, ce sera une exclue française. Premièrement, je reviens très très rapidement parce qu'on va vraiment développer là l'aspect bagarre, l'aspect purement technique et l'aspect stratégique de tout ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, parce que moi j'ai revu le combat cet après-midi pour laisser un peu retomber l'émotion vécue pendant le combat. Déjà, encore une fois, je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais je vais le redire, avoir un combat de cette importance historique, mais qui en plus s'avère être un combat extraordinaire à regarder, parce que je me suis refait un peu une liste des plus grands combats poids lourds pour le titre de ces 60 dernières années. Honnêtement, à mon humble avis, on est dans le top 5 de ce qui s'est fait de mieux d'un point de vue purement technique, en rajoutant en plus de l'action, des rebondissements. Parce que par exemple, Fury Wilder 3 est culte dans l'histoire des poids lourds modernes, mais il y a moins de technique. C'est vraiment une bagarre, ça tombe dans tous les sens. Le combat émotionnellement est incroyable à vivre, mais il n'y a pas le dixième de ce qui a été vu pendant Fury Usyk. Moi, le dernier combat, à mon avis, qui avait ce niveau d'adversité, ce niveau incroyable, c'était peut-être Holyfield contre Beau. Et avant ça, il y avait peut-être, ouais, il y avait peut-être, remonter à Ali Frazier 1 et 3 quoi. Hein. Ouais, Franchement, ça fait longtemps quand même, bah hein. ouais, les années 70, hein, Ouais, 74 c'est vrai, quoi. 71, Ali, il me semble. Ali Frazier 1 et 74 le tien. Ouais, donc et après il y a peut-être dans les années dans les fin 70, t'as Holmes qui a eu un ou deux très beaux combats pour le titre. Mais globalement, en termes de, parce que par exemple, si on prend tous les combats pour le titre de Tyson, ça, il y a pas ce degré-là d'adversité, il y a pas ce niveau d'échange. Si on prend les combats de Lewis, pareil, Lewis c'était, on s'en rappelle pas, c'était un excellentissime boxeur, mais c'était relativement pas soporifique parce que c'est méchant, mais c'était quand même des rythmes lents ces combats. Donc c'est vrai que et puis il arrivait très bien à annuler ce que les adversaires faisaient, donc c'était pas des combats aussi excitant, on va dire. Et il y a eu peut-être Holyfield contre Riddick Bowe pour moi qui était le 2 notamment, qui a été extraordinaire et qui pourrait donc on est dans le top 5 quand même de ce qui s'est fait, on va dire post années 60, Ouais, là où on a des belles images pour comparer parce que c'est plus difficile par exemple de se dire je vais comparer avec un combat de Dempsey où c'était pas les mêmes règles, c'était pas les mêmes images, enfin tout est ouais, compliqué c'était très ou différent. voilà. C'était plus du tout. C'est une autre forme de Voilà boxe. Et même, exactement. bah, typiquement, c'était pas. Là, on a beaucoup plus cette dimension physique où on a vraiment des surhommes, alors C'est que clair. justement, Dempsey, c'était des physiques qui étaient quand même moins impressionnants. Et justement, tu parles d'Ali contre Frazier. Ali qui était quand même un beau colosse aussi, mais Frazier, par exemple, qui avait un physique assez Ouais, il faisait costaud, mais pas qui 1m83 m'a. Frazier ouais Ouais, donc c'était un petit poids lourd comparé à mmh. ceux qu'on a aujourd'hui. Et donc c'est marrant parce que je voulais en parler durant cette analyse, mais je vais pas spoiler. Mais c'est vrai que il y a quelques passages de cette opposition qui peuvent rappeler justement des combats qui ont fait la légende et qui ont Oui. fait toute la renommée de la boxe anglaise. Donc c'est vraiment Ouais, sympa. j'y ai pensé. En plus, je me suis refait la trilogie Ali Frazier dans l'avion Mm. au retour de Riyad, et je me suis fait la réflexion aussi qu'il y avait
des similitudes dans le côté instantanément culte. Quand tu regardes ce combat, que ce soit à la télé, que ce soit en direct, peu importe, tu sais que tu es en train d'assister à quelque chose d'historique en fait. Ouais, totalement. Et ça Instant faisait longtemps classique, qu'on l'avait pas comme on dit, vécu. Ouais, instant ouais, comme on classique. dit outre-Atlantique et donc ouais, c'était vraiment une très, très belle opposition C'était incroyable. et on va pas revenir sur ce qu'on a dit, lors du Non, React non, Show, non. mais vraiment là, j'estime qu'on a été, respectés, On était gâtés. que Hein. les 2 combattants sont arrivés au maximum et au top de Mm. leur forme et que là vraiment, il y a pas forcément on peut pas faire d'un what if, on peut pas se dire, si il s'était passé telle ou telle chose, si Fury était venu, hors de forme, enfin était venu plus en forme ou je ne sais Ouais, quoi. ouais, ouais. Moi, je pense Là qu'on on a a vu eu le 2 combat qu'on devait voir. En fait, et comme tu dis, il exactement. n'y a pas de what if. Et voilà. Et ça fait du bien. Et alors, on en voit évidemment sur les réseaux sociaux. Euh, je vois depuis. C'est la dernière aparté, mais de toute façon, cette vidéo va être très longue. Accrochez-vous. C'est la dernière aparté avant de lancer vraiment l'analyse technique. Mais je vois passer depuis le combat alors des gens qui se réjouissent de la victoire de Usyk en disant que Fury était surcoté, qu'on l'avait bien vu contre Ngannou, etc. Ensuite, je vois des mecs qui mettent que Usyk finalement a de la chance parce que Fury au point aurait dû machin. Et je vois des gars qui disent ah ouais mais l'arbitre a sauvé Fury. Et je vois plein de trucs passer là avec des gens qui disent ah enfin Ouais. Fury a perdu machin, qui se réjouissent de ça. Mais, Ouais, moi, mais ce qui si m'a t'aimes la ouais, c'est boxe, tu peux que te réjouir d'avoir vu ce combat en fait, et que peu ouais, importe qui a gagné, peu importe, il y a eu un respect immense. Ce que dit Fury après quand il dit oui j'ai l'impression d'avoir gagné le combat. Enfin honnêtement, on va en parler pendant l'analyse de nos scorings respectifs. Euh, dans un round, dans un combat, et pour ceux qui sont déjà montés dans un ring, dans une cage, sur un tatami, peu importe, vous le savez, ceux qui ont déjà fait de la compétition, vous le savez, c'est impossible ouais, quand on est dans le combat d'avoir une vision neutre et d'être capable de scorer un combat, surtout quand il est très serré. Quand c'est mmh, évident, quand c'est évident, moi je me rappelle avoir fait c'était en Sanda à l'époque, avoir fait une compète où justement le premier combat, moi j'ai l'impression de l'avoir perdu et on me dit que je l'ai gagné easy parce qu'en fait le mec il m'a frappé 2 fois très fort et du coup dans ma tête je savais plus où j'habitais, sauf qu'en fait j'ai réussi à marquer les points. Deuxième combat, j'étais persuadé de l'avoir gagné hyper facilement, c'est passé juste, enfin c'est difficile quand on est dans le feu de l'action. En plus, Fury, il y a le 9e round où je pense que ça lui enlève 50 points de QI. La preuve, il souhaite bonne année à la fin dans son discours post-fight. Donc je pense qu'il a perdu des points de QI. C'est pas c'est pas méchant, c'est bon enfant. En plus, c'est pour préparer le rematch. C'est un coup marketing qui fait Fury. ouais, Il bien sûr. y a pas de manque de respect là-dessus. Et si vous voyez les images où, avant justement d'avoir le résultat, ils s'embrassent, ils se prennent dans les bras, ils sont tous les deux à 2 doigts de chialer parce qu'ils viennent de vivre un moment historique, ils le savent et ils viennent de se donner à fond. Il y a que du respect en fait. Et du coup, moi je pense qu'on peut se réjouir que d'une chose, c'est d'avoir vu un combat où on a été respecté et ça faisait longtemps en boxe anglaise qu'on n'avait pas été à ce point respecté en fait et qu'il n'y avait pas eu un vrai combat 50-50 pour un titre, pour 4 ceintures, qui était un 50-50, parce qu'on va pas Oui, reparler oui, de Spence totalement. contre Bud, mais ça c'était un 50-50 sur le papier, c'était vraiment pas un Et dans la 50-50 réalité, sur c'était le un no truc. match et c'était ce qu'on se Ah disait ouais. aussi en preview de ce combat. On se disait que, ouais, Fury, s'il arrivait vraiment en forme, s'il arrivait à imposer son style et on le verra plus en détail dans l'analyse technique, ça pourrait être un no match et ça a pas du tout Ah, été le cas moi je pense que je m'étais et bien planté sur je pas mal de dirais points, j'avoue. ouais. Après, on a aussi, il y a des inconnus. C'est Ouais, ouais, aussi bien ça sûr. la beauté du sport, c'est que surtout chez les poids lourds, surtout dans des oppositions qui opposent justement, qui mettent face à face deux grands champions, deux grands athlètes qui sont capables de s'adapter, qui ont une force d'esprit, qui ont l'intelligence de combat, de pouvoir changer de stratégie en plein milieu de fight. On le verra un peu plus tard, mais c'est vraiment des éléments qu'on pouvait pas forcément anticiper. Mais c'est intéressant parce qu'il y a quelques points, et on le verra au cours de l'analyse, que des patterns qui ont été répétés, qu'on a vu dans de précédents combats et même dans d'autres combats. Donc Oui. c'est vraiment un très très beau combat et on a été vraiment très très gâtés. Moi j'ai du mal à redescendre, hein, j'avoue. Ça fait 3 jours Je là que le comprends, combat il est passé, j'ai encore du mal à redescendre. je comprends franchement. Ben on va passer direct à l'analyse technique après cette introduction de 9 minutes. On va passer à l'analyse technique de suite. On va faire, alors ce qu'on va vous faire, c'est qu'on va faire round par round. On va donner notre scoring avec Kabir à la fin des rounds. Alors, on a regardé chacun le combat de notre côté, on a scoré chacun de notre côté, on est tombé d'accord. Promis, vous voyez, enfin, on est transparent avec vous. On va pas créer de polémique là où il y en a pas. On va pas changer les scorings. On a exactement le même scoring avec Kabir. Sur les mêmes rounds, c'est ça qui est Oui, voilà, ouf. on a le C'est même scoring que sur les mêmes rounds. à la Donc, toute fin de nous deux avons fait notre analyse de notre côté. et on est Puis on d'accord. s'est dit, bon, moi je donne tel round à Fury, tel round à Usyk, etc. Et il s'avère qu'on a eu exactement le même scoring. Voilà. Maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être de savoir quels ont été les éléments qui nous ont, à notre sens, donné un boxeur ou un autre en faveur Oui, parce que les premiers pour rounds, le c'est round. serré quand même. Hein.
Ouais, bah, je pense que les premiers et les derniers, et on verra surtout vers la fin, les derniers aussi, Mmh. c'était discutable quand on regarde les cartes des différents juges. C'est sur les derniers aussi qu'il y Ouais, a eu, ouais. entre Premier guillemets, dernier, débat. le milieu de fight est assez facile à scorer. Ouais, milieu de fight, bah, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est assez Ouais, facilement ouais, ouais, dessiné. clairement. Mais c'est plus le 1, 2, 3 et le Et à 10, partir 11, du 12. ouais, du 10-11, ouais. Ouais, mais ouais. Round 1, du coup, bah, à toi l'honneur. Qu'est-ce que tu as vu, Kabir, pendant le round 1, de ce combat, absolument dantesque et absolument historique? Totalement, bah, round 1, bah, round d'observation, hein, comme à l'accoutumée, ça démarre pas forcément fort, c'est pas, Hagler contre Hearns, donc ça démarre tranquillement avec une bataille de jab, justement, c'est intéressant et c'est quelque chose qu'on va analyser dès maintenant, c'est l'opposition entre un droitier et un gaucher. Donc faut savoir qu'on est dans une opposition qu'on appelle open stance et donc forcément, on a des angles d'attaque et des positions autant offensives que défensives qui sont différentes à aborder puisqu'en fait les deux pieds avant se font face, les deux bras avant se font face, et donc on peut arriver facilement dans des situations où les deux bras avant s'entrechoquent. Donc il y a une sorte de bataille de jab, bataille de bras avant, et en parallèle il y a aussi tout l'enjeu qui est d'essayer d'avoir le pied avant, à l'extérieur du pied avant de son adversaire, tout simplement pour pouvoir bénéficier d'un angle plus avantageux. Très rapidement, on voit que dès le début du combat, Usyk il parvient à cadrer justement Tyson Fury grâce à son footwork, à son jeu de jambes, et à rapidement le coincer dans le coin. Après, il trouve pas forcément de solution. Il y a ce passage justement où on voit Tyson qui commence à imiter Mohamed Ali, qui gigote dans le coin parce que même s'il est coincé, Usyk ne trouve pas forcément de solution pour le toucher. En revanche, on a un Fury qui donne moins de volume et qui remise dès le début avec des gros bras arrière pour essayer de couper les déplacements du Zik qui bouge de manière latérale. Donc cette opposition, dès le début, on voit qu'elle est assez marquée avec un Usyk qui tente rapidement d'essayer de couper les angles et d'essayer de coincer son adversaire puisqu'il est forcément plus petit. Et de l'autre côté, on a un Fury qui lui essaye de boxer de l'extérieur, de remiser assez fort. Et donc, ce que je vais faire au long de l'analyse, c'est moi décrire une action qui, pour moi, est assez intéressante à analyser. Pour moi, c'est une action qu'on a sur la fin de la première reprise où on a Usyk qui feinte un jab et qui en profite justement pour reprendre le contrôle du bras avant de Fury. Donc il met sa main au-dessus de celle de Fury et derrière il remise avec un très gros bras arrière gauche. Donc ce bras arrière gauche, cet overhand gauche qui va servir et qui va faire énormément de dégâts au cours du combat. Dès le premier round, on a vu qu'il a réussi à toucher avec cette arme-là. Et donc logiquement, je donne le premier round à Usyk pour ma part, donc 19 Usyk. Ouais, pareil, rien, enfin, absolument rien à rajouter, parce que enfin, pour moi, Usyk gagne le round sur son bras arrière. Il touche aussi au corps une fois, il fait une belle touche au corps. Pareil pour Fury Ouais, qui commence dès le début son travail au corps et bon, on va voir au fur et à mesure des rounds que c'était aussi un axe de travail. De toute façon, ça pouvait être qu'un axe de travail pour les deux, ça on en avait parlé dans la preview. ouais. Fury est extrêmement mobile de la tête et a un très gros abdomen, et du coup, il est plus facile à viser à l'abdomen qu'à la tête. Donc, intéressant pour Usyk de taper plutôt là où ça bouge pas trop et une grosse cible qu'une petite cible très mouvante, sachant que ça va en plus épuiser Fury et le ralentir. Vous le savez, les coups au corps, ça fatigue beaucoup. Mm. Et l'inverse est vrai aussi. Usyk a un mouvement de tête de pendule qui est assez extraordinaire. Il est très bon pour slip absolument tous les coups qui lui arrivent à la tête, surtout les coups qui sont pas préparés. Et du coup, aller chercher au corps, sachant que Fury est pas forcément notoirement connu ça, mais a un excellent travail au corps. Il sait bien s'asseoir sur ses uppercuts au corps, sur ses crochets au corps. Là, dans ce premier round, aucun des deux va encore vraiment s'asseoir sur ses coups parce que c'est pas l'idée des premiers rounds. Quand on s'assoit sur un coup, quand on met son poids dans un coup, on s'ouvre beaucoup plus au contre parce que le coup est moins rapide et que du coup, on est moins à même aussi. Le transfert de poids fait qu'on est moins à même de se remettre dans une situation défensive confortable. Donc là, dans les premiers rounds, on va pas forcément voir des coups très impactants comme on va voir dans les rounds plus tard. Par contre, on va voir les prémices de ce qui se passe dans le reste du combat, les prémices de la stratégie, même si évidemment, comme le rappelait Kabir, c'est un round d'observation, on n'est pas dans Hagler Hearns. D'ailleurs, allez voir, si vous l'avez jamais vu, allez voir ce round 1. Allez voir le combat, il dure 3 rounds, mais allez voir le round 1 sur Allez pas YouTube. spoiler. Vous êtes pas, ouais, tu le vois dès le début de la vidéo. De toute façon, tu vois une vidéo de Oui, 12 minutes, c'est tu te dis ça. c'est Et bizarre, puis hein, tu vois la miniature. Enfin bon, mais allez voir, c'est juste le premier round déjà. Enfin bref, ça raconte beaucoup de choses. Mais du coup, pareil, Ouais. j'étais à 19. Moi, j'étais content de voir Fury provocateur parce que encore une fois, je l'ai déjà dit ça, mais le Fury provocateur pour moi c'est le meilleur. Les Mm. meilleurs combats de Fury, il a toujours été comme ça.
Contre Ouais, Klitschko, il est infect pendant tout le combat. Contre White, il est infect. Contre Wilder, il est infect. Wilder aussi, hein. C'est ses meilleurs combats. Voilà. Donc c'est pas un Oui, Fury qui totalement. prend la légère. Et il faut aussi prêter attention. On voit des moments où justement il a l'air d'être en mode un peu en folie, un peu comme s'il faisait un peu le clown. Mais c'est super intéressant de voir que justement, je revoyais ce round-là. Tu le vois imiter justement Ali, faire un peu le guignol, regarder le public. Et la frame d'après, tu le vois revenir en mode totalement Ouais. sérieux et Ouais, puis rentrer c'est dans ce le qu'il fait. combat. Deux, Donc, deux, trois fois dans le combat, il fait le con dans le coin, il oui, lève oui, la c'est main et il se pas. tourne Ouais, et il met un totalement. contre. T'es là, tu fais ah ouais, c'est Ouais, ouais, d'accord. c'est loin d'être du showboating Oui, oui, juste oui. Il sait ce qu'il fait. pour faire genre. Ça fait partie de son style et c'est comme ça. Il y a beaucoup de Il- combattants qui ont besoin aussi de ça. Peut-être, je pense à Nassim Hamed qui était aussi pas mal dans la provoque, mais qui Bien pourtant sûr. était ultra efficace, tu vois. Donc, Ouais, ouais, non, c'est clair. hmm. 19 musiques pour moi aussi, du coup, vous avez compris, on a le même scoring de toute façon. On passe au round 2. Alors moi, Usyk agressif, alors ça a été à peu près le cas à quasi tous les rounds, mais agressif d'entrée de round encore. Ouais, Petit 1-2 qui touche, hein. Ce qui est intéressant, ce qui commence à apparaître au round 2, qui était un peu moins le cas au round 1, c'est que Fury commence à essayer d'installer son uppercut. Il exactement. entend deux ou trois, il en touche un, mais il y en a deux, trois qui ratent. Enfin, il y a rien qui touche de plein fouet non plus. Mais Ouais, il tente de prendre la distance sur son uppercut. Et il continue aussi son travail de sape au corps. Et par contre, à chaque fois quasiment qu'il frappe au corps, il frappe fort. C'est-à-dire à chaque fois les ouais. coups ça résonne, à chaque fois ça claque. Quand il va au corps, il y va vraiment. Parce que je pense qu'on l'a dit et tout le monde l'a dit que c'était l'angle d'attaque d'aller chercher Usyk au corps. Je veux dire, Hmm. nous quand on en a parlé, on n'a rien inventé. Ça fait 10 ans que tout le monde dit qu'il faut aller chercher Usyk au corps. Bon, bah apparemment, il n'y avait On pas l'a un vu corps lors si du fut que ça. fight contre Dubois, hein, justement. On Voilà. l'a vu lors du Bah, Dubois, il combat, a fait son que taper premier au combat corps. contre Dubois. Il a fait que travailler au Bah corps ouais. et ça a plutôt bien payé. Et justement, Pareil pour Joshua c'est aussi, marrant hein. parce Joshua que, 2. ouais, c'est marrant parce que l'action du round, à mon sens, c'était au-delà de l'action, c'est effectivement le travail de contre qu'il a fait. Mm. Et c'est intéressant parce que tu parlais de tout l'aspect de s'asseoir sur ses coups, de mettre du poids vers l'arrière. Sur ce début de combat, Fury met beaucoup son poids sur sa jambe arrière Ouais, pour pouvoir avoir assez d'amplitude pour esquiver et remiser derrière. exactement. Donc là, on va vous projeter deux images. Dans la première image, on voit justement Usyk qui se jette, qui désaxe bien, assez correctement, et qui envoie son bras arrière pour essayer de viser la tête. Mais Tyson Fury fait un magnifique retrait Ouais, du c'était buste. magnifique ça. Et la frame d'après est remise avec un énorme uppercut au corps. Et effectivement, Mm. là, on sent que ça claque, on sent que ça fait des dégâts. Il a manqué à quelques moments pendant cette reprise, mais dès le début, là, on est au deuxième round seulement et on voit Mm. petit à petit la stratégie des deux combattants se dessiner. Et il Donc, par compte contre, il y a quand beaucoup même depuis beaucoup les plus de cordes volume. aussi. Il compte Ouais, beaucoup c'est depuis ça. les cordes en fait. Ouais. Beaucoup depuis les cordes, beaucoup de Mm. travail de pression, beaucoup de volume de la part du Ouais. Zik, mais je pense que le travail défensif et le travail en termes de défense active, quand je parle de défense active, c'est aussi les déplacements que Fury fait pour se sortir des coins, sortir des cordes, mais le travail aussi toute l'amorce du travail du contre fait que moi je donne ce deuxième round à Fury. Pareil. Et malgré le volume du Zik, et même s'il a démarré fort, là on voit un Fury qui a pas mal de répondants et qui marque ses points et qui, à mon sens, remporte ce deuxième round. Bah, il y a deux, en fait, c'est pareil. Il y a deux coups très impactants pour Fury. Usyk fait un beau 1-2, mais c'est à peu près tout ce qui est impactant en power Ouais. punch, sachant qu'après il touche, hein. Enfin, c'est un combat à ultra haute intensité, hein, le nombre de coups envoyés et tout. Enfin, on vous donnera les stats à la fin. Mhm. Mais c'est un combat à haute intensité avec beaucoup de tension, tout ça. Mais il y a beaucoup de mouvements. Mais effectivement, moi je suis d'accord. Fury allait deux, trois coups les plus impactants avec ce coup au corps et ses deux uppercuts. C'est lui qui prend le round. Mais pareil, hein, attention. Si vous avez un scoring différent, si vous regardez le combat et que vous voyez ce round-là pour Usyk, le round précédent pour Fury, enfin, il n'y a pas scandale, hein. Honnêtement, on n'est pas Oui, hein. c'est serré. C'est vrai. Les Comme, trois premiers rounds, ils sont vraiment ouais, serrés et ils peuvent glisser comme on d'un disait côté comme de l'autre. comme Vraiment. on disait en préambule, le 1, 2, 3, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. On le voit même dans le scoring des Ouais, juges. ouais, bien sûr. Et pareil pour les trois derniers. Donc là, c'est vraiment à l'appréciation. Peut-être parce que, à mon sens, il y a des points des aspects en tout cas de cette reprise qui allaient en la faveur du Zik. Pour moi, c'était sa défense, son travail de contre. Ouais, son Et même si agressivité Fury a aussi. mis autant de volume, beaucoup de pression, je trouve Hmm, que là, Fury, il a quand même réussi à être plus impactant. Voilà pourquoi je lui hmm. donne le round. Mais je trouve pas du tout délirant de donner ce round à Usyk, Pareil, personnellement. Donc, pareil. Bah, round 3, à toi l'honneur. ok, on enchaîne sur le round 3. Donc voilà, gros travail de jab de Fury. Lui, il arrive à maintenir la distance, il temporise les assauts d'Usyk. Usyk qui maintient ce gros rythme qu'il a depuis le début du combat. Mais par contre, il fait un gros travail de blocage et de feinte avec des variations de niveau.
on voit un Usyk qui travaille beaucoup au corps. Et par contre, Fury se fait beaucoup moins coincer et il arrive à sortir très rapidement lorsqu'il est acculé dans le coin. Là où au début du combat, c'était assez difficile pour lui de s'en sortir. Donc, pour moi, c'est un round assez équilibré, mais je pense que ce qui fait la différence, c'est le mouvement constant, les frappes significatives de Usyk, qui domine du coup la majorité des échanges et qui parvient quand même à remporter le round pour moi. Et l'action du round, on vous met l'image à l'écran, c'est la première phase d'accrochage plutôt prolongée, dans laquelle on voit que malgré l'écart de gabarit, Usyk, il arrive à contenir, il arrive à bloquer le travail de Fury. Faites attention, dans l'image que je vous projette, vous voyez qu'il y a un contrôle du biceps avec la main gauche de Fury et le coude de Usyk qui est un peu à 90 degrés en mode, enfin on dit une aile de poulet, je sais pas, il y a pas d'autre métaphore, mais vraiment à 90 degrés pour bloquer en fait les deux bras et en parallèle il met aussi sa tête contre son épaule pour éviter du coup de prendre des coups à la tête et en fait là il est totalement protégé et c'est une belle technique de défense qui lui a permis du coup de déjà annuler un peu le clinch de Fury, sachant que c'était l'un des éléments qu'on considérait comme une clé du combat, le fait qu'il y ait une grosse différence de gabarit, de taille et de poids, 18 kilos, 15 centimètres. Et on se disait, bon, il y a un moment dans le combat où Fury va peut-être tenter de combattre assez salement, entre guillemets, ou en tout cas d'accrocher beaucoup, de jouer du physique. Là, Usyk, il a eu la très très bonne, les très très bons réflexes. On sent qu'il a étudié justement les précédents combats. On en parlera un peu plus tard. Et donc tout ce travail là de travail au corps, de contrôle biceps, placement de la tête, enfin tout le travail pour ceinturer son corps et bloquer aussi l'autre bras, c'est vraiment l'action du round pour moi qui a montré aussi qu'Usyk était en bonne domination en tout cas sur cette partie-là. Et donc naturellement, je lui donne aussi le troisième round. Usyk, en fait, il a fait de la. Il n'y a pas grand monde qui le sait finalement parce qu'il en parle très peu, mais il a fait de la lutte quand il était adolescent et au lycée. Donc en fait, il a quelques bases sur effectivement tout ce que tu expliquais là. Il a quelques bases sur les gestions de clinch, les gestions de position dominante quand on est debout, de grappling. Donc pas délirant finalement, même si on l'avait pas vu, mais pas délirant que Usyk s'en sorte aussi bien. Et puis c'est vrai qu'il avait quand même annihilé aussi Joshua à l'époque, mais Joshua c'était moins grand, moins lourd que Fury. Donc on pensait pas que ça se transposerait sur Fury aussi, cette domination dans les clinches, mais effectivement assez impressionnant. Moi round 3, juste le seul truc à rajouter pour moi, c'était les overhand, les gauches overhand de Usyk qui j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'il a tenté, elle passait. Et si elle passait pas, elle avait au moins le mérite de mettre Fury dans une situation délicate. C'est-à-dire que si elle passait pas, Fury était tellement obligé de faire un retrait de buste qu'il se retrouvait toujours dans les cordes. Alors comme tu dis, il s'en sortait bien. Je pense il acceptait de se retrouver dans les cordes aussi, que ça faisait partie de sa strat pour contrer tout ça. Mais il y avait vraiment, à chaque fois que l'overhand gauche, elle arrivait, soit il la prenait dans la tronche, et ça l'obligeait à sortir. Alors il sortait bien, mais ça l'obligeait à sortir, à changer de rythme. Soit il reculait, et il se retrouvait dans une situation inconfortable pendant 2-3 secondes, une situation qu'il mettait un peu à disposition d'Usyk pour envoyer des combinaisons. Alors il n'y en a pas eu tellement parce qu'on est round 3, on n'est pas encore dans Dans le dur et surtout voilà. qu'ils sont frais là encore. Voilà, ils sont encore frais, donc Fury peut se permettre son jeu de jambes est encore excellent à Fury, il n'y a pas de fatigue, il n'y a rien, il est encore léger, il est encore sur la pointe des pieds tranquille quoi. Donc tout va bien, mais effectivement, je trouvais que cette arme, en fait, Usyk, en étant beaucoup plus petit, etc., a réussi à vachement vite imposer cette arme. Mais c'était aussi le cas contre Joshua, parce que Joshua, les deux combats, hein, à la fin, round 6-7, Joshua, il est hyper marqué sous l'œil droit, quoi. Parce qu'il a pris tellement de gauche dans la tronche et tellement violente qu'au bout d'un moment, bah, ça gonfle. Fin. Et là, c'était un peu pareil. Je me suis dit, Usyk, il a peut-être trouvé le truc qui fonctionne. Mais évidemment, round serré encore une fois, 19 pour Usyk, pareil, mais round serré. Moi, il y a un truc qui m'a choqué à la fin du round que je n'avais pas vu depuis la salle et que j'ai en revoyant en voyant le replay d'Azone, le pay-per-view français. D'ailleurs, félicitations Chris pour les commentaires. Bravo, bravo Chris, t'as été très bon. En regardant ce truc, je me suis dit, parce que j'avais vu passer des tweets et tout, je me suis dit, putain, les gars, ils avaient raison, il y a peut-être sur le rematch, ce serait un des gros ajustements, et c'est pas pendant le combat, enfin c'est pas pendant la bagarre à proprement parler, c'est entre les rounds. C'est un bordel sans nom dans le coin de Fury. Il crie à droite, à gauche. Non, mais c'est surtout qu'il y a Sugar Hill, qui est un excellentissime entraîneur, qui l'a prouvé. Ça marche très bien avec Fury. Ils ont une super relation.
Ils se comprennent, ça marche hyper bien. Je veux dire, depuis que Sugar Hill est là, Fury il a gagné tous ses combats par KO, à part celui contre Ganou. Voilà, il a été trop fort. Ils ont changé son style de combat. Enfin voilà, Sugar Hill c'est le neveu d'Emmanuel Stewart, qui est peut-être le plus grand entraîneur de tous les temps, qui a grandi avec Emmanuel Stewart au Krong Gym à Détroit. Enfin, c'est un mec qui sait ce qu'il fait. Et à côté, alors il y a Andy Lee, qui est un excellentissime entraîneur et qui est un des cousins éloignés de Fury aussi, et pareil, qui a grandi dans le Krong Gym, qui a été champion du monde de boxe WBO. Et c'est un excellentissime entraîneur depuis qu'il a repris Joseph Parker, il a relancé la carrière de Joseph Parker. Mais il parle aussi pendant que Sugar Hill parle, et alors là, le pire du pire du pire, c'est John Fury, le père de Tyson, qui pour le coup est pas un très bon entraîneur, enfin il sait tenir les pattes, mais ça s'arrête là, qui est un boxeur qui a eu une carrière assez, voire très moyenne, qui est quelqu'un de surtout très émotif. Je pense que je vous apprends pas. On a vu les images du coup de tête, on a vu des centaines d'images de John Fury qui fait n'importe quoi, qui hurle par-dessus Sugar Hill, donc le main coach, pour dire n'importe quoi. C'est-à-dire, même pas pour donner des conseils techniques, à part une fois où il dit continue avec tes crochets au corps. Oui, bon, enfin, ton fils, il est champion du monde, c'est un des meilleurs poids lourds de sa génération. Je pense qu'il sait ça. C'est bidon, c'est pas ça qu'on veut entendre. Et pour gueuler des trucs nuls, et en fait, je m'en suis rendu compte à partir du troisième round, et c'est le cas dans tous les entre-rounds. Et ça, honnêtement, je pense, parce qu'à un moment donné, ils lui disent quand même qu'il est en train de gagner à Fury. Vers le 11e round, 10e, 11e, ils lui disent t'es en train de gagner le combat. Donc du coup, il y a moins ce sentiment d'urgence, et c'est pas Sugar Hill qui le dit, c'est Andy Lee et John Fury. Et ils gueulent tellement fort par-dessus Sugar Hill que tu sais même pas ce que Sugar Hill il répond à ça, tu vois. Et ça, à mon avis, c'est un des gros points d'ajustement si rematch il y a. Au-delà de la tactique, tout ça, laissez le main coach faire son taf de main coach. Et il y a rien de pire en plus quand t'es un combattant, je vous le dis, entre les rounds, d'entendre trois personnes hurler des trucs différents, il y a rien de pire. Tu repars sur le Ouais. truc, tu t'es pas reposé, parce qu'il y a juste des gens qui te gueulent dans les oreilles. Tu t'es pas reposé, et en plus, honnêtement, hein, tu fais ta soupe parce que tu sais pas qui écouter. Donc non, et ça, je pense que c'était important de le soulever. C'est moins sur la technique à proprement parler. Par contre, dans l'ambiance globale du combat, je pense que c'était pas sain pour Fury, ce coin bordélique. Mais bon, Ouais, totalement. voilà. Ça, c'était juste la petite parenthèse. C'était la petite parenthèse. Round 4. Round 4, pour moi, c'est là où peut-être ça commence Ouais. à monter un peu en intensité pour Fury. Il s'amuse, il devient vraiment provocateur. Et ce que je vous disais, encore une fois, ça veut dire qu'il est en forme, ça veut dire qu'il est bien, qu'il est dans la zone quand il est comme ça. C'est pas qu'il tente des trucs à la con, c'est vraiment qu'il est bien, il se sent bien. Il touche beaucoup, il commence à enchaîner un peu à tous les étages, en haut, en bas, il commence à Ouais. changer, il commence à mixer les hauteurs, et ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, c'est ce qui me manque souvent en MMA, les mecs qui visent en permanence la tête. Moi, j'aime bien les changements de niveau. Je trouve que c'est ce qui perturbe un gars dans un combat. Quand tu Mm. prends 3 coups au corps, un coup à la tronche, tu recules, tu sais plus où tu dois protéger, comment. Et ça marche à Totalement. tous les niveaux. Ça marche chez les amateurs et ça marche chez les pros et chez l'élite. Mhm. Il y a eu un bel uppercut en contre de la part de Fury. Très bel uppercut en contre qui ébranle un peu Usyk. On sent qu'Usyk, Ouais. là, il a bien pris les 118 bars de Fury dans la tronche. Là, on le sent. C'est ça, et là, c'est marrant, je pense qu'on parle du même, mais c'est Oui, l'uppercut avant, en fait. Tu c'est sais, ça. alors que d'habitude, il envoyait souvent un uppercut arrière en mode On- après le jab. Oui, Maintenant, il envoie. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis beaucoup de poids vers l'avant et envoyé ouais. un uppercut avant en profitant du déséquilibre de Fury. Enfin, d'Usyk, Après un pardon. direct du droit, il envoie un uppercut avant, Exact, effectivement. Et la combinaison est exactement. magnifique parce Ouais. elle est bizarre en plus. Elle est Bah, chelou. c'est pas orthodoxe. C'est pas Ouais, orthodoxe voilà. et au-delà de ça, même pour un droitier. Chez les gauchers, tu vois parfois des gauchers faire Mm. ça et justement la liaison uppercut avant, bras arrière. Encore une fois, je pense là tout de suite à Nassim Hamed qui le faisait assez bien, Ouais, il le faisait en qui faisait une permanence. sorte d'uppercut avant en mode corkscrew, c'est-à-dire qu'il part très très bas, il se désaxe très bas, Mm, mm. il saute, il envoie un uppercut avant, limite une sorte d'uppercut jab et il finit derrière avec un bras arrière. Ouais, Super, super séquence. Là, tu vois qu'il fait un peu l'inverse. Et moi, l'action du round, justement, c'est sur ce travail pour rebondir sur ton analyse. Fury, il parvient à toucher significativement au corps et à la tête. ouais, Donc, en fait, à exactement. ce moment-là, il impose une sorte de doute auprès de Djuzik. Et moi, l'action du round, il y a 4 images que je vais vous partager successivement. Dans un premier temps, les deux sont face à face. Fury est près des cordes. Il met la tête vers l'avant pour signifier en gros qu'il va bientôt attaquer. Il met une petite impulsion pour feinter Mm. Usyk qui rapidement met ses mains très haut,
Et puis derrière, il envoie un bras arrière, donc son bras droit au niveau de la garde d'Usyk, qui est en garde haute. Usyk, bah forcément, il prend l'impact et son corps se tord un peu d'un côté. Il fait partir son bras comme s'il allait envoyer un crochet au foie, mais en fait, il remonte avec un magnifique uppercut en pleine tête. Donc là, on voit une séquence de 4 images où on a une très très belle lecture de jeu de la part de Fury et un joli travail de changement de niveau et de feinte. Donc c'est un round dans lequel Fury il a pu accélérer, profiter de la baisse de régime d'Usyk aussi et Ouais. travailler vers l'extérieur avec contrôler la garde de son adversaire. Et cette séquence-là, c'est l'action du round et c'est ce qui est l'une des clés qui, pour moi, donne le round à Ben, Fury. on parlait en plus de la bataille du pied avant, et en fait, dans ce round-là, Usyk est plus aussi dominant sur le pied avant et sur les angles, et du coup, Ouais, Fury fait un petit peu. En fait, Usyk est face à Fury pendant ce round-là. c'est ça. Il n'y a pas de décalage et tout, et du coup, Fury fait un peu ce qu'il veut, et surtout comme Fury, effectivement, est vraiment pas orthodoxe, il fait vraiment ce qu'il veut avec ses jabs, ses flickers, C'est ça. avec ses contres un peu bizarres, avec ses mouvements chelous. Usyk, ça le perturbe, on le sent, et je me rappelle Ouais. que dans la salle, à ce moment-là, à la fin de ce round, on était nombreux à se dire, Ça commence. ouais, à se dire, Fury va peut-être se rendre le combat facile en fait, parce qu'il a peut-être trouvé la réponse aux 3 premiers rounds qui étaient très partagés, très disputés. Quatrième round, on a commencé à se dire, ah peut-être que Fury est en train de se rendre le combat facile. Peut-être qu'il a compris en fait. Peut-être qu'il Oui, a compris totalement. Usyk. Et parce que Usyk arrivait plus à placer ce qui faisait que son jeu marchait. Mm. Dans les 3 rounds précédents, même les rounds qui allaient à Fury, le jeu d'Usyk fonctionnait quand même. Et là, du coup, on a commencé à se dire, peut-être que. Ouais, Euh, et c'est marrant que tu parles de la bataille du pied avant, parce que justement, dans la séquence que je soulignais, j'avais oublié de préciser, volontaire ou pas, je ne sais pas. Je pense que c'est un grand champion. Je pense qu'il est quand même conscient d'où il met son pied. Mais sur l'uppercut, il y a un petit pied avant ouais. de Fury qui écrase le pied d'Usyk. Ah, on Donc connaît il a ça, hein. nulle part où aller. Donc il le prend de plein fouet. Mais bon, ça, on va C'est des garder le petites bénéfice du techniques, doute. de filou, mais c'est des C'est techniques, la roublardise. c'est la roublardise, mais ça C'est- fait partie à tous les niveaux, ça s'utilise ça. Même tu l'apprends hein, chez les amateurs, donc on t'explique qu'il faut pas le faire, mais que des fois, bon, bah ça arrive quoi. Voilà, en gros. Ouais. Round 5. Bah, moi, de mon côté, hein, l'analyse de ce round, en l'observant à nouveau, on voit que Fury il accélère et c'est lui qui commence à avoir le contrôle du ring puisqu'il tourne autour de lui, les rôles ils s'inversent. Il maintient la distance, toujours cette boxe un peu sur son pied arrière dans laquelle il est souvent à l'extérieur et il met beaucoup, beaucoup de pression, Mm. notamment grâce au coup au corps qui commence à toucher sérieusement Ouais, ouais, Usyk. ouais, ouais. Comme tu le disais juste avant, c'est à ce moment-là qu'on se disait, ouf, là, c'est vrai qu'Usyk a démarré fort, mais ça commence à être compliqué pour lui. Mm. Donc, beaucoup de volume et beaucoup, beaucoup de jabs sur ce round-là. On le verra, même si les stats, bon, ça veut dire ce que ça veut dire, mais c'est quand même intéressant de les avoir. On le verra quand on analysera un peu dans le détail les statistiques du combat. Mais en gros, les jabs qu'on réussit à contenir Usyk, qui l'ont empêché d'avancer, et le travail au corps, ça a été l'un des éléments qui pour moi fait que le round est à Fury. En action du round, sur ce round-là, j'en ai pas une en particulier, mais c'est plus au global souligner le travail au corps que Mm. Fury fait, parce qu'à ce moment-là, ça nous fait penser forcément au combat contre Dubois, Mm. donc le précédent combat d'Usyk, où il avait pris pas mal de coups au corps et on a vu, entre guillemets, une faille dans l'armure. Mais on verra un peu plus tard si c'était vraiment le cas ou pas. Ouais. Mais bon, en tout cas, là, ce round-là, je trouve que il est assez marqué pour Fury, puisqu'on a Usyk qui continue de baisser de régime et qui Mm. commence à prendre de sérieux coups là. Ouais, mais pareil pour effectivement Joshua 2 où le plan c'était pour Joshua d'aller au corps, et le meilleur round qu'il a Joshua en fait c'est un round où il enchaîne, il a 2 combinaisons de 7-8 coups au corps, où il va même pas chercher la tête derrière en fait. C'est juste à se dire je continue à attaquer au corps, et là effectivement et Fury commence à vraiment s'asseoir sur ses coups au corps. Peut-être Oui. même un peu trop parce qu'il place un coup bas à un moment donné, donc il s'assoit peut-être même trop. Mm. Mais bon, c'est difficile, il fait 2,6 m. Mais il commence à pas mal s'asseoir sur ses coups, à frapper vraiment fort. Moi, il y a un petit enchaînement de Fury bien violent à la tête et doublé au corps que j'ai trouvé vraiment canon. Et après, ouais, je suis d'accord avec toi sur le reste. Il y a rien à dire. On voit Ouais, qu'Usyk ralentit et que Fury, ça y est, il est dans son rythme habituel. c'est C'est le ça. Fury que tu as vu contre, je sais pas, contre White, avec même un peu plus de volume. Mais c'est le Fury que tu as vu contre White, en fait, où en face de lui, il avait un mec qui était un excellent boxeur, mais qui n'arrivait pas à mettre en place son jeu, qui était nullifié par les qualités de Fury, que ce soit les qualités physiques ou les qualités de boxeur.
Ouais, Et du coup, bah, Usyk dans le round 5, il est annulé. Voilà, il est ouais, littéralement c'est ça. annulé. Il trouve pas la solution et Fury lui est dans son rythme. C'est un sparring, hein, le round 5. Honnêtement, hein. Le round 5 c'est un des rounds les plus faciles à scorer. Ouais, c'est marqué. Euh, Là, la différence, ouais, elle est nettement marquée. On voit, à mon sens, Fury, comme je vous disais, 4, oui. 5, 6, je pense qu'il n'y a pas trop. Et c'est justement ces Mhm. rounds où on s'est inquiété, c'est les rounds où Ouais. en fait Fury a nettement dominé Usyk sur les échanges. Bah, fin de round 5, hein, on se disait tous pareil. On se disait, bon, bah, ça y est, là, il est lancé. Bon, il a trouvé quoi. Et il a trouvé Mhm. la solution. Du coup, on passe au round 6. Ouais. Fury qui tente un clinch quasi. Enfin, dans la première minute. Et il se fait, encore une fois, exactement ce qu'expliquait Kabir tout à l'heure. Je répète pas. Mais Usyk se fait. Enfin, Fury se fait bouger par Usyk parce que Usyk, il est très physique, mais surtout, il est beaucoup plus technique dans le Mhm. clinch. Donc, technique et puissance au top pour contrer les clinches de Fury. Et je pense qu'il les a travaillés en plus. On a un énorme uppercut en contre Ouais. qui électrocute Usyk, vraiment. Ouais, là je pense Je que sais pas c'est combien il pareil, reste c'est mon debout. action durant. Ouais, c'est mon action durant. Je Ah pense que ouais, ça, en plus, elle est dans le highlight de DAZN que oui. vous pouvez trouver sur leur chaîne. Donc on peut vous le partager justement. Mm. Et donc là, on vous le montre, là, l'énorme uppercut en contre de jab. Et déjà, au global, Ah toute ouais. la séquence dans laquelle les deux se rendent coup pour coup, mais où tu vois en fait Fury qui a une lecture Mm. du jeu d'Usyk et qui arrive à contrer, remiser Le à round chaque 6, il est moment. impressionnant aussi, hein. Et voilà, t'as un Usyk qui envoie un jab et qui l'envoie vraiment en pleine amplitude, Ouais. qui désaxe plutôt bien, mais un Ah énorme ouais, il uppercut qui l'électrocute et tu sens il vraiment électrocute. que, enfin, alors chapeau parce que ça on n'en a jamais parlé. J'ai l'impression que personne n'en parle jamais. Chapeau au menton du Zik parce que déjà il avait pris des sacrés shoots contre Joshua à l'époque. Mais alors là, cet uppercut là, tu sens qu'il est électrocuté, qu'il est ébranlé. Tu sens que là vraiment ça va pas. Et on était dans la salle, ça a commencé à se lever en mode ah ça y est, ça part vers le chaos. Ouais. Et d'ailleurs c'est ce que ça gueule dans son coin en disant continue, insiste parce que là il y a un truc à aller chercher. Et apparemment, ça aurait provoqué un petit problème à la mâchoire à Usyk, cet uppercut, parce qu'il y en a eu pas mal de rumeurs après comme quoi il avait la mâchoire cassée et tout. En fait, non. Mais il y aurait eu petite dislocation éventuelle de la mâchoire sur ce coup. Enfin, il y a eu un. C'est un coup qui a fait beaucoup de dégâts, vraiment, qui a fait mal, qui a failli honnêtement mettre fin au combat. On le sent ça. Usyk Mhm. l'a vu arriver, a bien serré les dents. Enfin, il l'encaisse, hein. Là, honnêtement, chapeau parce que le coup et c'est un coup de tonnerre qui lui met dans Ouais. la mâchoire. Mais bravo. Et Il continue après de travailler au corps derrière Fury. ouais. Travaille au corps, il s'assoit sur toutes ses frappes. Moi, ça m'a vraiment marqué parce que c'est pas forcément le cas de Fury. Fury, c'est devenu un puncher depuis qu'il est sous la houlette donc de Sugar Hill, depuis il a le Kronk style en lui. Mais historiquement, et moi je pensais qu'on allait voir ce Fury-là contre Usyk par moment, c'est plus un mec très technique. Si vous regardez le combat Ouais. contre Klitschko, qui est bon, qui est un calvaire à regarder, mais ça montre à quel point Fury est capable de toucher de loin, de rester dans sa distance à lui et d'annuler la boxe de son adversaire. Et contre Usyk, ça Ouais. aurait pu être une stratégie. Et là non, il a envie de lui faire mal, il a envie de frapper fort, il a envie Oui, de le marquer. En fait, il a envie de le marquer. Il y avait vraiment il y a eu tout le truc avant le combat sur ah c'est un poids moyen, c'est un gars, il est trop petit, il est trop léger, etc. Dans l'ère des poids lourds modernes. Surtout venant de Fury qui l'a répété à qui voulait l'entendre qu'il allait exploser Usyk physiquement. Et on sentait en fait qu'effectivement il y avait ce truc de j'ai envie de lui faire mal physiquement, j'ai envie oui, d'imprimer ma marque de poids super lourd. Et donc il lui met des coups au corps qui sont stratosphériques. Et c'est donc ça. Usyk a Ouais, un corps plus résistant que ce qu'on avait vu venir quand même parce c'est qu'il ça. prend des Justement, trucs. ouais, ce sixième round, justement, il casse un peu le mythe du corps de verre du Zik Ouais. parce que je reprends aussi ce que tu dis. Il travaille, il s'assoit beaucoup sur ses coups Mm. et il travaille sur des combinaisons très très courtes, Ouais, deux ouais, coups ouais, ouais, c'est maximum vrai. sur cette reprise-là, C'est pas vrai. plus de deux coups. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fait jab crochet, Mm. jab uppercut, cross crochet. Il travaille sur deux coups simples, un coup en ligne, Mm. un coup large, à la tête, au Et tout corps, en dans des puissance. angles différents. Il les met à pleine balle Ouais, les c'est deux, ça. donc beaucoup de puissance sur les échanges. Mm. Et donc là, on se rend compte que Usyk, il encaisse plutôt bien. Et même s'il est pas mal esquinté, je pense que là, on se rend compte que même si il prend les coups, il est quand même assez résistant. Et pareil, sur cette séquence qu'on vous recommande de voir dans la highlight, l'uppercut en Ah ouais, contre de quel jab. uppercut. Oh là 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 Je là. pense que ça aurait pu terminer le combat Ouais, chez l'énorme majorité des poids lourds ouais, c'est clair. qu'on a actuellement. Et Usyk a plutôt bien encaissé et est resté pardon, très Mm. lucide après avoir pris le coup. Il a rapidement su sortir de la bonne distance et essayer de se défendre du mieux qu'il pouvait dans les dernières secondes de la reprise. Donc, Mais White est tombé pour même moins que si... ça, hein. Ouais, c'est ça, totalement. White est tombé pour un uppercut qui avait moins touché, qui était moins appuyé.
Parce que l'uppercut qui met KO White, c'est un uppercut qui est tout en vitesse. Donc White a pas le temps de le voir arriver. Ça effleure la pointe du menton, ça rebondit sur la pointe du menton. Bon, il lui pète une dent à White au passage, donc c'est que ça a tapé fort. Mm. Mais là, il le prend pleine balle. Son coup, le poids, le transfert de poids est parfait. Enfin là, c'est un uppercut d'école qui prend. Usyk qui aurait décroché la tête, comme tu dis, d'une grande majorité des poids lourds. Et la preuve, il a fait tomber White avec ce type d'uppercut. Oui. White qui fait 20 kilos de plus qu'Usyk, quoi, quasiment. Donc bon. Donc bravo, qui a une petite faiblesse sur les uppercuts, White. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais bon, bravo, un gros chapeau à Usyk. Quel bonhomme. Ouais, bien Ouais. plus solide qu'on l'aurait cru. Ouais. Et on continue sur le John Fury qui hurle par-dessus Sugar Hill. Ça, je l'ai renoté, ça m'a. Ah, ça m'a vénère. Je te jure, j'avais envie d'arriver au bord Oh. du ring, d'attraper les chevilles de John Fury, de le tirer là du ring, de dire putain mais laisse les gens, laisse les faire. Ils savent ce qu'ils font là, Andy Lee et Sugar Hill. Et même Andy Lee ouvrait un peu trop sa bouche alors que je suis fan absolu d'Andy Lee. Mais là, ouais, c'était trop le bordel dans ce coin et c'est dommage parce que sur un round comme ça qui est surdominé, où tu commences à vraiment choper ton rythme, où tu commences à être, parce que là, Fury est devant au point, c'est incontestable à ce moment-là du combat. Peu importe comment vous scorez les premiers rounds, à ce moment-là du combat, Fury, il est devant au point et en plus, il est en train de prendre De l'ascendant. prendre le Il est en large. train le momentum, comme on aime bien en parler en sport de momentum, le momentum est à 100% en faveur de Fury. Il y a aucune raison et c'est ce qu'on s'est tous dit. Je me rappelle que ce soit les médias, le public qui était derrière nous, etc. C'est ce qu'on s'est tous dit. On s'est dit comment tu reviens de ça, sachant que tu viens en plus de prendre ce supercut là qui t'a peut-être laissé des dégâts pour le round d'après. Et Ouais. comment tu reviens de ça, sachant que t'es en train de te faire rouler dessus depuis 2 rounds par un gars qui est plus physique que toi, qui est plus grand, qui est plus lourd et là il nullifie complètement ton jeu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Usyk. On a vu Usyk prendre des petites accélérations contre Dubois. Bon, Dubois, ça a été vraiment un combat un peu facile pour lui quand même, mais contre Joshua, on a vu 1 ou 2 rounds lui échapper. Sur 24 rounds, je sais même pas si Joshua il en gagne 5. Enfin, Ouais. là, on a vraiment Fury qui domine Usyk et qu'il domine pas sur 2-3 combinaisons, sur 2-3 enchaînements, qu'il domine sur plusieurs minutes où Usyk tente des trucs, mais au round de 6-7, la domination de Fury, elle est assez indécente quand même. Hein. On va pas Ouais. se mentir. Round 5-6, pardon. 5-6 plutôt, Pardon, parce que le 7, je pense que la tendance, elle se 5-6. renverse un petit Oui, peu. oui, pardon, ouais, 5-6. Mais ouais, 5-6, 4-5-6, je pense qu'il y a Ouais. pas trop de débat. Oui, Enfin, oui, dans non, mon sens, mais pas trop de même débat. le 7, enfin là, du coup, on va en parler du 7, Ouais. je te laisse en Ouais, parler, bah, mais effectivement, le 7 aussi, il y a quand même les beaux moments, ils sont quand même aussi pour Fury, même si il y a oui. moins de moments très violents, on va dire, parce que le round 6, il est violent en faveur de Fury. C'est-à-dire, Fury Oui. met des coups violents, les coups au corps, il claque. Tu vois que Usyk, il recule sur chaque coup au corps, il recule. L'uppercut qui est vraiment, enfin, c'est un Non, mais bijou cet c'est un uppercut. coup signature, ouais. Très beau. Et ça a été l'uppercut, ça a été vraiment le coup de Fury. Hein. Ça a été son spécial là, hein, on va pas se mentir. Ça a été son X Valorant. Bravo Fury pour cette strat. Bravo Fury, Sugar Hill. La preuve qu'il fallait laisser faire Sugar Hill, puisqu'apparemment ils avaient bien lu Usyk quand même, parce que d'un point de vue stratégique, ça marchait. Jusque là, ça marchait du moins. Et après, effectivement, là, on va commencer à rentrer dans le milieu de combat. Là, ça commence à être extraordinairement intéressant, encore plus que ça Ouais. l'était déjà. Donc, round 7, qu'est-ce que tu as vu, toi, Kabir, dans le round 7? Oui, bah, le round 7, c'est le round où on se dit alors peut-être, puisque Usyk qui revient avec quelques ajustements. On sent que lui, à l'inverse, il a très très bien été conseillé dans son coin. Ouais, Il accélère c'est vrai. et il met beaucoup de poids sur sa jambe avant pour pouvoir appâter Fury. Mm. Un peu comme il le faisait Fury, mais un peu différemment dans le sens où il change d'angle en tant que gaucher. Et donc moi, je vous projette une image dans laquelle en fait on voit qu'il arrive à toucher significativement Fury avec son bras arrière lorsqu'il l'accule dans le coin. Et ça, c'est une pattern qu'on va voir justement un peu plus tard dans le combat et qui va faire le money shot de ce combat. Ouais. Mais c'est intéressant du coup de voir qu'en s'approchant, il rentre forcément dans une distance où il peut être en clinch, ou en tout cas à très courte distance. Et d'ailleurs, dans ce round, il se fait même cueillir justement par un uppercut de Fury, comme Oui. tu le disais. Mais il finit jamais vraiment inquiété et il prend pas trop de dommages ni s'épuise beaucoup dans ses phases de clinch. Donc c'est encore une fois, on voit qu'il arrive à nullifier les phases d'accrochage de son adversaire. Mm. Donc moi, l'action du round, hein, c'est celle dont je vous parlais et qu'on vous projette, c'est le gros overhand du bras arrière qui manque de très près puisqu'il passe dans la garde, Ouais. mais qui sera létal quelques minutes plus tard. Et pour moi, il est significatif parce qu'au-delà du contre et de toute la stratégie du setup qui a amené ce coup, c'est la vitesse d'exécution que je vous invite à analyser, à revoir, puisque c'est à ce moment-là, je pense que Fury se dit
là, j'ai quand même un combattant qui est peut-être plus rapide, certainement plus rapide que moi. Ouais. Et c'est rarement arrivé dans la carrière de Fury d'avoir un combattant en face de lui, un boxeur qui avait une vitesse d'exécution, qui était capable de lire et de contrer aussi rapidement, Mmh. voire plus rapidement que lui. Et ce round-là, c'est un round pivot, car même si, moi je le donne à Usyk, hein, même si peut-être que certaines personnes pourraient le donner à Fury, ce round-là, il est pivot parce que on voit qu'il est en train d'affûter son couteau et de clairement prendre les bonnes armes pour pouvoir arracher la victoire plus tard, quoi. Ouais, je trouve et puis il accélère pas mal en fin de round. Après, il y a un joli Mmh. step-in jab, step-in uppercut de Fury qui est pareil, qui en fait, Usyk est moins disponible pour prendre des uppercuts sur les contres, etc. parce qu'il fait des ajustements, comme tu dis. Mais du coup, Fury lui amène quand même les uppercuts, tu vois. Oui, il a Et touché, il a quand même ouais, cueilli, ouais, oui. donc il y a quand même. C'est assez intéressant de voir les ajustements d'Usyk qui commencent à prendre forme. Par contre, je le trouve un peu, alors, je le trouve un peu fatigué quand même, Usyk, dans ce round. Ouais. Ça dégage, le body language dégage quand même un truc un peu de fatigue. On dirait le Usyk que tu vois d'habitude dans le 11e, 12e en fait. Et ça, je pense que c'est le Mmh. contre-coup de l'uppercut du round précédent, notamment. Du travail au corps de Fury qui lui a vraiment, je pense, coupé les jambes pendant un ou deux rounds, trois rounds max, ou en fait, round 5, 6, 7. Usyk, il est un peu fatigué parce que il a pris Ouais. quand même des sacrés coups, que ce soit au corps ou à la tête, voire dans le menton. Mais effectivement, il y a ce retour, par contre, d'un truc qui marchait très bien en début de combat, c'est le retour de l'overhand left. Ça Mmh. marche hyper bien. Et à chaque fois, le timing est parfait. Et à chaque fois, je pense que euh, Fury est surpris parce qu'il recule avec son immense buste, donc il se dit ma tête est très loin, parce qu'il vraiment il recule loin dans les cordes, et donc il se dit la gauche peut pas arriver en fait, parce que le mec en face fait qu'1m91, il a 40 centimètres d'allonge de moins que moi, enfin comment vous voulez qu'il me touche. Et en fait, sauf que comme t'expliquais très bien, Usyk a l'intelligence de placement, enfin une intelligence de placement qui est assez inédite en termes de boxe moderne, enfin c'est quand même assez extraordinaire en poids lourd d'arriver à se placer aussi bien, d'arriver à prendre des angles pareils et d'arriver a aussi bien joué avec les transferts de poids. Et en fait, il a tellement de poids sur la jambe avant, Usyk, quand il rentre comme ça, Ouais. qu'il peut envoyer sa gauche à l'autre bout du monde, hein, parce que vraiment, C'est il est ça et en tout fait, devant. ce qui est intéressant, c'est le petit pas justement pour Ouais. prendre un pas j'appelle ça un pas de pénétration parce que vraiment Mmh. tu rentres littéralement dans la gare, tu as ton pied avant qui est derrière le pied avant Ouais, de l'adversaire exactement. et en fait, tu es pile en bonne posture pour pouvoir envoyer ton C'est bras ça. arrière Même si le mec fait dans des 2,06 m en oppositions. face, en fait, tu peux le Ouais, mettre. c'est ça et Mmh. dans des oppositions justement droitier-gaucher, Mmh. je pense que ça peut être un élément ultra clé parce que c'est double bonus parce que offensivement tu es pile dans la ligne d'attaque et en termes de défense, tu es hors de l'axe, Mmh. donc tu ne Ouais, peux je pas suis te d'accord avec toucher. ça. Donc tu peux pas te faire cueillir par le fameux uppercut avant, ni arrière d'ailleurs de Mmh. de Fury et donc justement ce que j'avais considéré comme l'action de ce round, on voit bien ce travail où en fait, on voit Fury enfin, Usyk qui est totalement, hors de la Mmh. ligne d'attaque, hors de l'axe de Tyson, Fury et Mmh. qui prend un maximum d'amplitude pour envoyer à pleine puissance son bras arrière et là, Fury, il a encore la lucidité, et il est contre le coin, donc il a un peu plus d'options défensives pour se protéger Mmh. et le prendre dans le gant. Mais bon, dans quelques minutes, ce sera un peu différent. En fait, oui, c'est ça. C'est les prémices de quelque chose. C'est il manque plus que quelques centimètres d'ajustement, en fait. Totalement. Je crois que je l'ai donné à Fury, moi, ce round, quand même, tu vois, le round 7. OK. Donc, en Moi, fait, j'avais donné à Usyk le 7. en fait, Ouais, je l'avais donné à on n'avait Usyk, pas ouais. exactement le même scoring, tu vois. Je crois que je Ah, l'avais donné à Fury parce que j'avais trouvé justement que Usyk était euh, un petit peu plus fatigué et que Fury avait mis du volume. Mais alors là, pour le coup, en frappant vite et moins fort. C'est-à-dire juste des mmh, touches pour mettre du volume, pour gagner les rounds. Et surtout parce que du coup, il a l'air moins. Enfin, quand il commence à taper lourd, il a l'air moins inquiet par les contres de Usyk. ouais. Du coup, il se permet un peu plus de. Sa sélection de frappe est différente. C'est-à-dire, il va frapper vite en se disant je mets des points, comme ça je m'assure le gain du round. Et quand il voit qu'Usyk est quand même fatigué, qu'il a un peu plus de mal à contrer, à rentrer dans la garde, à gérer le pied avant, justement, ce qu'on expliquait, là, il se permet de mettre une frappe lourde en disant j'essaye de faire mal. Donc, il va mettre un 1-2, il va vraiment s'asseoir le direct, il va reculer et il va se permettre de rester un peu plus dans la garde. Il est moins sur le reculoir, il boxe un peu plus sur le pied avant, Oui, ce qu'on appelle, parce qu'il a moins peur des contres de Usyk. Donc du coup, je l'avais donné, mais effectivement, en fait, je pense que en live, je le donne à Fury en direct si je connais pas le résultat du combat. Si je connais le résultat du combat, je pense que je le donne à Usyk parce qu'il y a les ajustements oui, techniques qui vont amener à l'action du combat. Donc du coup,
C'est aussi ça qui est y a- délicat avec l'exercice de noter à froid Ouais. parce que forcément on est un peu biaisé par le résultat et on se dit ouais mais là Mm. par exemple effectivement ce truc-là qui marchera dans 3 rounds il l'a déjà fait C'est là et ça. donc tu te dis bon t'as tendance à scorer Ouais, donc donc encore une c'est fois difficile. d'ailleurs on est très curieux d'avoir vos scorings en Oui, oui, commentaire mettez les scorings, hein. et on est preneur de voir si vous il y a des rounds qui étaient plus ou moins équivoques ou si vous étiez pas d'accord Mm. mais ouais c'est vrai que c'est un exercice particulier Ouais, mais je c'est pense que difficile. c'est bien qu'on puisse le scorer aussi parce que ça permet aussi en même temps de justifier et d'analyse, enfin de confirmer un peu les ajustements techniques et aussi bah, tout l'aspect stratégique des combattants Oui, et oui, de montrer à quel point c'est ça a intéressant payé. comme exercice, effectivement. Ouais. Ça te Mm. permet de voir après coup qu'est-ce qui a été prévu en amont. Ouais, Il y a un petit moment intéressant, round 7, le coach d'Usyk, enfin en inter-round entre le 7 et le 8, le coach d'Usyk lui demande s'il veut le crucifix, donc oui, la croix. Usyk dit oui, il lui donne la croix, Usyk embrasse la croix. Le coach la repose et Usyk sort au round 8 vachement plus motivé. Il ouais, commence très c'est très fort dingue, le hein. round. Enfin, Fury commence fort le round, pardon, mais c'est Usyk qui va vite reprendre du poil de la bête et qui remet la pression bis repetita de ce qu'on a vu sur les premiers rounds. Son jeu de jambes commence à redevenir efficace. Je pense qu'il a moi, ma théorie, mais c'est qu'une théorie là, attention, je pense vraiment que l'uppercut et les coups au corps rendent 5, 6, 7, 5-6 notamment, je pense que ça a fait vraiment mal à Usyk, que ça lui a Oui, vraiment coupé les jambes pendant 2-3 rounds, et je pense que s'il revient aussi fort round 8, parce que du coup Fury a mis beaucoup de volume dans les rounds précédents, a mis des frappes vraiment lourdes, donc il s'est fatigué, et en fait Usyk, lui, il a eu un peu de temps pour affronter la tempête et pour reprendre du poil de la bête, et là il revient euh, comme au début de combat en fait, et pas ouais, quasiment aussi frais. Enfin, il enfin, revient vraiment ouais. reposé. Mhm. Il touche beaucoup à la tête avec sa gauche, donc on revient sur cette histoire de sa gauche qui part de très loin et qui arrive à toucher quand même. Et là, il touche beaucoup, round 8. Ouais, Il fait un enchaînement 1-2 qui en plein menton aussi, qui est magnifique ouais, sur Fury. Je pense que c'est ce que j'ai noté là. Je pense que les rounds 6-7 de Fury effectivement l'ont fatigué. Fury est ouvert, il commence à saigner. Et évidemment, l'énorme gauche de c'est ça. Usyk qui tape sous l'œil de Fury. Et tu le vois, hein, on vous met Énorme, les images à l'écran. énorme. Tu vois, il le prend en plein fouet. On a une belle image de dos où on Ouais, voit en fait un Usyk qui est totalement désaxé, ouais. un Fury qui est touché de plein fouet. Et la frame d'après, tu le Ah, vois il se accuse le coup. retoucher le nez Il touche le nez, avec l'œil. les Il deux. sait Il pas s'il a un vérifie en truc fait. cassé. Ouais. Il sait pas. Ouais, il vérifie si c'est pas Ouais, cassé. ouais. Mais alors que il a été sérieusement touché pendant le combat. Mais là, c'est vraiment le moment où Ça tape fort tu là. vois. Ça tape fort. Il se dit, il peut même plus faire de l'acting. Là, il est vraiment Oui, inquiet c'est pour exactement son ça. physique. Il se dit, mais attends, il y a un truc de cassé. Il se touche avec une main, puis Ouais, l'autre. ouais. Il vérifie. Et c'est à ce moment-là que le combat il prend une tournure inattendue. Et c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je te reprends une grosse baisse de régime de Fury, Mm. alors que derrière, on a une impression de second souffle chez Usyk. C'est Ouais, fou. Donc, il arrive à le déborder. Il arrive à rentrer rapidement et assez aisément à distance avec un mouvement de tête constant et une garde haute qui est toujours constante. ouais, c'est vrai. Ça lui avait posé des soucis au début du combat parce que justement Fury il était assez à l'aise pour pouvoir manipuler cette garde haute. C'est vrai. Là, Usyk il arrive à être en mouvement et Fury met moins de volume donc forcément il a moins d'options et en fait il arrive à bouger constamment, se protéger tout en remisant derrière. Beaucoup moins précis Fury, beaucoup moins généreux et Mm. donc l'action de ce round, donc ce bras arrière qui est parfaitement exécuté avec un désaxage qui le protège du contre et qui touche de plein fouet Fury au point qu'il Ouais, soit se toucher ouais. le nez à vérifier s'il n'y a rien de cassé. C'est vraiment le point aussi super intéressant de ce round et qui naturellement va en la faveur d'Usyk pour moi. Ah oui, oui, là, pour le coup, celui-là, il n'y a pas trop de débat, malheureusement. Enfin, là, il y a quand même pas trop de débat à avoir. Et en plus, je pense, et c'est ce qu'on s'est tous dit là aussi dans la salle, le combat était magnifique jusque-là. C'était trop beau, vraiment. Le combat devient culte avec ce round. C'est-à-dire, la Ouais, baisse de régime de Fury, le retour du Zik, le combat change complètement. Et tu te dis, ah, ben en fait, non, c'est pas gagné pour Fury. Parce que les 3 rounds précédents, tu commences à te dire, c'est quand même magnifique, hein. Usyk c'est pas un poteau hein, pendant 3 rounds. Mais tu te dis, Fury est en train quand même de prendre le devant vraiment. Là, non. Là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qui fait les très grands combats. C'est-à-dire, c'est ce va-et-vient, un donné pour un rendu. Et là, Usyk, tu sens qu'il arrive au rendu en disant, bon, allez, c'est bon. Je t'ai laissé 3 rounds pour me casser la gueule. Je suis pas tombé. mhm. J'ai eu le temps de récupérer. Maintenant, j'arrive. Et que Fury, lui, il est en mode, aïe, 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 je vais peut-être avoir besoin de 2-3 rounds pour reprendre mon souffle, peut-être
2 rounds parce qu'il a quand même une sacrée capacité de récupération, Fury, et on va en parler très bientôt. Il a une sacrée capacité de récupération, que ce soit récupération de prendre des gros coups, récupération de knockdown et récupération aussi de cardio. Tout ça, on le savait. On l'avait vu dans ses combats précédents. Donc, aucune surprise, il a survécu à des guerres incroyables. Mais là, il y a vraiment ce Fury baisse en régime parce qu'il a été très généreux pendant tous ces rounds. Et Usyk revient très fort. Et là, tu te dis, waouh, on est en train d'assister à un combat assez extraordinaire quand même. Et là, on arrive au round 9, qui devient un round cultissime, qui va marquer l'histoire des poids lourds pour toujours. Et petit aparté, petite anecdote rigolote, le round 9, c'est aussi le round où c'est fini Bud contre Spence. Autre combat undisputed qu'on n'avait pas vu non plus dans une catégorie qui avait jamais eu le droit à un combat undisputed sous 4 ceintures. Il y a un truc avec les rounds 9, c'est marrant. Arturo Gatti, Mickey Ward, bizarre aussi. Oui, bon, alors là, Round oui, 9. voilà, no comment, c'est vrai. Mais c'est vrai que l'ère moderne de la boxe a un truc avec les rounds 9 en undisputed apparemment. Donc écoutez, voilà. Mais round 9, dis-nous tout, Kabir, ce round fou. Absolument fou. Ouais, rien que d'y penser, j'ai encore les, tu sais, les émotions, parce que c'était vraiment une super reprise. Les deux qui vont vraiment fort, mais on a un Fury qui est déjà sérieusement touché, qui continue à baisser son rythme et qui s'expose beaucoup plus, notamment en positionnant sa tête en avant de son pied avec la fatigue pour s'asseoir sur ses coups et chercher le gros coup. Exactement. Pendant tout le combat, il était sur la jambe arrière, il était plutôt en maîtrise, il arrivait à gérer, à envoyer des coups et à remiser derrière, mais là, on sent que la fatigue et la volonté aussi de marquer, d'ajouter de la puissance, et ben ça l'a un peu mis en défaut. Et là, on a justement le highlight de ce magnifique knockdown qu'on a sur la vidéo de DAZN. On vous met l'extrait en vidéo. On a un Usyk qui maintient sa stratégie de garder la main haute avec un mouvement constant. Il met la pression avec des attaques en ligne, à la tête, au corps. Et pendant cet extrait magnifique, on le voit, hein, c'est dingue. Il parvient à le toucher avec un crochet qui sort de son angle mort et qui remise derrière avec un bras arrière. Là, tu vois, il est totalement. Déjà, on voit dans les images qu'il est plus là du tout. Exceptionnel. Et ensuite, il y a cet instinct de tueur de Fury qui arrive à frapper, à varier les cibles, envoyer des crochets. Petit truc assez sympa, petite astuce de gaucher que j'aime bien voir. Il prend sa main opposée pour baisser la garde de Fury et envoyer un coup derrière. Et puis derrière, il le fait valdinguer à droite, puis à gauche. T'as l'arbitre qui hésite à arrêter, qui hésite à le compter. Fury qui touche, qui frappe très sérieusement. Et il y a un moment où justement l'arbitre intervient et tu vois, il y a Fury qui est sur le point Usyk, pardon, qui est sur le point d'asséner le bras arrière qui allait totalement finir le combat, à mon avis. Clairement. Et donc là, tu vois un Usyk qui est dominant et un Fury qui est vraiment plus trop là, qui est compté. Mais ah oui, il est plus là du tout. Même je sais pas comment il est en compétition. Ouais, je sais pas si déjà en compétition ça t'est arrivé. Des fois, tu prends des coups, tu te dis pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça. Ouais, ça m'est arrivé 2-3 fois. J'ai l'impression, je vois dans le regard de Fury qui te dit mais pourquoi je suis pas resté, pourquoi j'ai accepté ce combat. Et là, tu vois qu'il est. Ouais. Il a pris une sérieuse commotion, blague à part, et cette séquence, elle est folle parce que tu vois un Usyk ultra lucide, ultra précis. Un sniper. On en parlera sniper. Ouais, c'est ça. On en parlera dans le point stat. Le niveau de précision du Usyk sur ce combat, c'est il a été très précis. Et vraiment, chaque frappe a été franchement chirurgicale et a fait un maximum de dégâts. Donc c'est une séquence magnifique. Ouais, grand moment, très grand moment. Qui est vraiment marquante et qui est un point pivot de ce combat. Et donc là, bon, aucune surprise, aucun débat. 18 pour Usyk. 18 pour Usyk. Et je reviens aussi rapidement sur entre guillemets deux petites polémiques. Il y a la polémique justement de l'intervention de l'arbitre ou de la non-intervention de l'arbitre. Encore une fois, hein, je reprends ce qu'on s'est dit pendant le recap à chaud. L'arbitre a très bien fait son job pendant tout le combat. Et deuxième point, et ça c'est juste pour les gens qui sont pas forcément initiés à la boxe en général, des gens qui disent ouais mais le compte de 10 il a pas fait 10 secondes. Je tiens à préciser qu'un compte de 10 ne fait pas forcément 10 secondes, c'est un compte de 10. Et donc forcément, il a pas mal compté ou compté trop longtemps. Il a pas voulu sauver Fury. Et on en parlait pendant le recap à chaud. On aurait pu arrêter le combat à ce moment-là. Pour moi, c'est pas délirant. On l'a pas fait, je pense, par rapport aux enjeux du combat et aussi parce que Fury n'était pas totalement, enfin, il a été stoppé et compté au bon moment, puis sauvé par le gong. Il y avait aussi cet élément-là à prendre en compte. Exactement. On était sur une fin de reprise. Oui. Donc s'il y avait eu arrêt, j'aurais pas crié au scandale, mais là, la décision arbitrale, j'ai rien à dire. Mais c'est vraiment la séquence sur laquelle j'aimerais revenir qui était vraiment dingue.
avec un Usyk qui a été parfait et on l'a vu au fil du combat, ajuster petit à petit ce travail-là justement de mouvement de tête, de setup de ce bras arrière qui touche vraiment en pleine Ah bah, cible sur le et bouton, en plein sur le qui fait bouton là. des dégâts monstres Ouais, ouais. à Fury. Et là, on se dit, là, il a perdu. Ouais. Comme tu disais, il a dit bonne année à la fin du combat. Ouais. Donc, je pense qu'il a perdu quelques mois, voire quelques années d'espérance de vie sur ce coup parce que Ah ouais, ça a c'était vraiment été, ouais, un c'est très, très gros magnifique. shot. Techniquement, Ouais, c'est magnifique magnifique, shot. la puissance, c'est magnifique, tout y est. Et Fury qui se transforme en boule de flipper. Enfin là, c'est quand même une boule de flipper de Ouais. 118 kilos et 2,6 m. Et Usyk en fait ce qu'il veut. Il rebondit dans les cordes. C'est pas comment il tombe pas, Fury. Enfin, il y a les cordes. Mais même, c'est quand même pas comment il tombe pas. C'est quand même assez. Mhm. Faut évidemment rendre à Usyk ce qui est à Usyk. C'est ça. Quel moment. Mais par contre, faut pas oublier que là, Fury prouve encore une fois qu'il a quand même un menton en granit et qu'il a un cœur de lion. Impressionnant de rester debout après ça. Et pour revenir sur le truc de l'arbitre, effectivement, un compte de 10 secondes, un compte de 10, pardon, justement, c'est pas 10 secondes comme le disait Kabir. Et ça a son importance parce que vous remarquerez que souvent, en boxe, quand on est compté et qu'on est encore lucide, par exemple un coup au corps ou même un coup à la tête et que c'est un down rapide, on met le genou par terre ou peu importe, on attend 8 pour se relever. Donc si l'arbitre compte jusqu'à... Enfin, le boxeur est quand même conscient. S'il n'est pas conscient, normalement, il a arrêté, mais tu fais ta récupération en fonction du compte de l'arbitre. Toi, tu t'en fous que ce soit des secondes, que ce soit des minutes. Si l'arbitre compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à 8, tu sais 8, 9, tu sais qu'il faut que tu sois là. Donc là, Fury, c'est ce qui s'est passé. Le compte de 10 fait pas 10 secondes, mais en même temps, des comptes en boxe qui font pas 10 secondes. Enfin, on va pas parler du compte de Buster Douglas, par exemple, à Tokyo, C'est ça. qui en fait 23. Enfin, je veux dire, mais encore une fois, c'est pas le problème et c'est pas la question. C'est l'arbitre qui compte 10, c'est son rythme à lui, c'est pas 10 secondes, c'est un compte de 10. Et ça, c'est très important et la nuance est importante. Et je voudrais aussi revenir sur un autre truc parce que moi, on m'a écrit pour me poser des questions là-dessus. Et j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui comprenaient pas. Et je pense surtout des gens issus de la communauté MMA parce que ça n'existe pas, du coup, les knockdowns comptés, tout ça, ça n'existe pas. Pourquoi il est compté alors qu'il n'est pas au sol? Alors, il n'est pas au sol parce qu'il est retenu par les cordes, ça c'est le premier truc. Donc c'est quand même à l'appréciation de l'arbitre. Et deuxième truc, et ça on le voit bien, faut être très attentif, mais on le voit bien. En fait, Fury a le genou droit. Je crois que c'est le droit ou le gauche. Bah tu vois, voilà. Je sais plus. Bah, il a un genou Mhm. qui doit être au sol et qui est vraiment pris dans une corde en fait. Et la façon dont fonctionnent les downs en boxe, c'est que si vous mettez n'importe quelle partie de votre corps autre que vos deux pieds au sol, c'est un down. Donc si c'est le genou, si c'est le poing, si vous glissez, enfin si vous prenez une droite et que vous tombez à peine et que vous touchez à peine du bout du gant et que vous vous relevez, c'est un down. Là, Fury, son genou doit être au sol et son genou est un peu empêtré dans la dernière corde en bas. Ouais. Et du C'est le coup, genou droit, ouais. c'est le genou droit, voilà, merci. Et du coup, il est retenu par cette corde. Donc, il n'y a aucun monde où on peut faire autrement que compter un knockdown. Effectivement, ça arrête Usyk dans son élan de la gauche. D'une gauche, tu sens qu'il prenait l'élan, elle allait être stratosphérique. Il allait lui envoyer Bah, au en menton en fait, plus. à ce moment-là, en fait, Fury, il est plus dans le Il est plus là. combat, il a plus la tête, il regarde pas. Usyk, il va frapper vers le bas. Il va le Et tuer. donc, en fait, c'est-à-dire qu'il va frapper en pleine amplitude, alors Ouais, que pendant tout le combat, il frappait vers le haut, donc tu as un peu moins de exactement. puissance. Je pense vraiment que ce coup-là, s'il avait Ça aurait fait asséné, mal, hein. il serait tombé face contre terre et tu aurais pu compter jusqu'à Voilà. Et 90 le but, c'est de à ton protéger. rythme, L'arbitre doit qui te protéger les prépare. combattants, hein. C'est son seul rôle à Oui, oui, l'arbitre, c'est de bien protéger les sûr, bien combattants. sûr. Non, 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 sur ce coup-là, Du non, coup, il a forcément, fait ce il qu'il fallait faire. était. Voilà. Oui, Je oui, veux dire, la décision de l'arbitre et comme tu il y dis, a rien de les enjeux délirant. du combat font que tu peux pas. Enfin, moi, j'aurais pas crié au scandale si le combat avait été arrêté parce que Fury était plus De là. même. Donc, encore une fois, pour protéger Fury, l'arbitre aurait pu décider d'eux. Comme disait Kabir, et ça c'est très intéressant, parce que personne n'en parle sur les réseaux sociaux évidemment, parce qu'il faut faire du clic. Mais le compte de 10 secondes, donc le clac, 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 ça à la base, c'est pas pour les combattants que ça a été inventé, c'est pour les arbitres, ce clac, clac, C'est pour clac. les officiels, ouais. Voilà, pour que les officiels se préparent, pour que l'arbitre saute s'il y a un échange et qu'il arrête pile quand il y a la cloche, ce compte-là, il est pour l'arbitre. Donc là, en l'occurrence, l'arbitre entend le clac, clac, clac. Donc quand il entend ça, l'arbitre, il sait que derrière, il a 1 minute de repos Fury, et l'arbitre, il sait aussi qu'il va être très attentif au début du round suivant. Si Fury prend 2-3 coups un peu violents, l'arbitre Il, va être très il aurait attentif pu pour arrêter. arrêter le Ouais, combat. bien sûr. Là, en Totalement. l'occurrence, avec de tels enjeux, avec autant d'argent en jeu, autant de signification historique, tout ce que ça implique ce combat, c'était compliqué d'arrêter parce que ça aurait été beaucoup plus une polémique d'arrêter le combat que de le laisser Mhm. continuer. Donc pour Oui. moi, il a bien fait de pas arrêter le combat. En plus, il s'avère qu'on a eu derrière, on a eu 3 rounds exceptionnels. Donc ça aurait été con d'arrêter le combat. Au moins, au moins, il n'y a pas de. Enfin, je peux comprendre que les fans d'Usyk aient l'impression qu'Usyk a été volé
d'une victoire par KO. Je peux comprendre parce qu'effectivement, cette image où on voit l'arbitre s'interposer alors que Usyk est en train de préparer une gauche, comme tu dis, qui va descendre, donc qui va faire très très mal. Et on sait à quel point Usyk est précis et létal. Donc on savait pertinemment que ça allait toucher. C'est même pas une supposition à ce niveau-là. On savait qu'il allait attraper plein menton. En plus, Fury est allongé dans les cordes. Il est en position Et en totalement fait, statique. il regarde Ah, le mais il sol sait à plus ce où il habite moment-là. là. Et en fait, c'est-à-dire qu'il allait le prendre en plein Et là, menton, descendant. je vous dis pas le cerveau, le choc qu'il prend. Ouais, non, là, T'as il un a mec bien de fait 100 d'arrêter, kilos qui ouais. tape fort, qui t'arrive comme ça, non. Et du coup, c'est très bien ce qu'a fait l'arbitre pour moi. J'aimerais qu'on mette fin à cette décision bidon, enfin, à ce débat bidon, d'autant plus qu'Usyk a gagné à la fin. Fury aurait Bah oui. gagné à la décision. Il y aurait eu un scandale à la décision, j'en sais rien. Je dis pas. Mais là, en plus, le bon gars, subjectif, mais le bon gars gagne à la fin. Donc, dire ouais, mais il aurait eu une victoire par KO, je peux vous garantir que Usyk, il en a rien à foutre. D'ailleurs, il en a parlé en conférence de presse. Après le combat, Hmm. les journalistes lui ont posé la question. Il a répondu no knockout, no problem. Et donc, il s'en bat la race, lui. Il voulait juste gagner son combat. C'est tout ce Bah qui était oui. important. Il a gagné le combat. Donc, pourquoi faire des débats sur les trucs nuls? On a vu un moment historique de boxe. Pitié, un peu de bienveillance, kiffons. Enfin, il faut être reconnaissant envers ce moment historique qu'on a vécu. L'arbitre a très bien fait son taf parce qu'on a eu un combat extraordinaire qui a été en plus à la décision. Et un combat qui va à la décision, c'est pas une mauvaise chose. Je sais que souvent, il y a un truc avec un combat qui va à la décision, c'est un combat chiant. Ça existe, cette mauvaise préconception, elle existe en boxe, elle existe en MMA, elle existe dans tous les sports. Ah, non, il y a des combats. Les combats les plus cultes ont tous été la décision d'ailleurs, hein, donc faut être un peu raisonnable. Et là, on a eu vraiment, mais quel round, quel moment, quel Oui, bien échange sûr. entre deux vrais bonhommes. Usyk est trop fort, Fury a un cœur, c'est ouf de tenir debout après ça. Enfin, quel moment de boxe, quel moment historique. Ouais. On a été régalé et la suite a été encore meilleure, enfin a Oui, été oui. aussi tout aussi meilleure. Parce que si on enchaîne sur le round 10, on a un Fury qui est pas totalement Ah rétabli, non, mais qui est quand même là. ouais, il est quand même là, mais il est un peu en Et, survie. et- Il a monté les mains ouais, il a les déjà. mains hautes et Ouais. il fait plus le malin, Non, c'est ça c'est sûr. fini, ouais. Mais ce qui est bien soulevé, c'est que Usyk, il a pas justement essayé de faire le guerrier, à chercher le KO, à attaquer très fort dès le Très début. intelligent, Usyk. Il est resté très 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 lucide et Ouais, je pense que c'est ça qui différencie un très bon boxeur du haut du panier. ouais, je suis d'accord. Il a réussi à maintenir la pression et il est resté très vigilant. Et malgré le fait que Fury soit beaucoup plus passif sur cette reprise, il a toujours gardé le même volume constant. Il est resté très mobile. Il a commencé à reprendre le centre du ring, Ouais. le coincer comme dans les premiers rounds, Mm, puisque mm, mm. là, on avait un Fury qui était un peu en mode survie, comme tu dis. Et donc là, bah forcément, Usyk, ça l'arrange. Il arrive à coincer, à frapper. Et c'est un round qui est remporté sans trop de difficulté. Et pour moi, l'action de ce round, c'est un jab, bras Ouais, arrière, magnifique. combinaison simple. Mais là, dans l'exécution, à mon sens, c'est C'est moi parfait. le premier, c'est un coup qu'on doit tous apprendre à la salle, une combinaison qu'on doit tous apprendre à la salle pour les gauchers et même pour les droitiers. Tu as un premier jab qui est là pour susciter une réaction. Tu sais que le combattant en face, il est en difficulté. Il a les mains hautes. Donc le premier jab, il est là pour le faire focus sur maintenir sa garde. Le deuxième jab, en fait, il a aucune utilité si ce n'est que de justement cacher le pas de pénétration avec la jambe avant. Mm. Et là, tu vois un Usyk qui prend une grosse impulsion, qui pose justement son pied avant derrière le pied de Fury et qu'on voit derrière un cross qui touche pile dans la ligne, Ouais, quoi. magnifique. Donc C'est ça, une ouais, combinaison combinaison d'école 1-2, là. franchement, Ouais, ouais, je suis d'accord. à l'école, comme tu as dit ça. Franchement, dans Mm. toutes les salles de boxe, on devrait apprendre ça. Ce travail de gestion d'angle, de rapidité d'exécution et tout ce travail de setup pour un coup. Beaucoup de gens, amateurs comme professionnels, parfois se reposent sur un seul coup, essayent de chercher le gros coup dans des moments comme ceux-là, où tu sais que ton adversaire, il est pas à 100% de ses Ça marche pas. capacités. Enfin, c'est Usyk, il pas a, contre des mecs comme Fury, ça peut pas non. marcher. Je pense que exactement contre Fury, ça aurait pas marché. Usyk, il était conscient de ça. Ouais, Et donc, il a continué à dérouler son jeu comme si il était au début du c'est ça. combat, comme s'il voulait marquer ses points. Et au contraire, il se dit, bon, là, je continue à faire ce que je sais faire. A priori, il va pas me toucher, mais je continue à rester vigilant. Et dès que je vois une ouverture, je sais qu'il est moins actif. Donc, j'en profite pour essayer de dérouler mon jeu. Et ce 1-2 qui met à la fin de la 10e reprise, c'est vraiment, Cette lucidité c'est Gucci. et froideur ukrainienne là, c'est vrai que c'était assez bluffant parce qu'on croyait tous Ouais. qu'il allait mettre pied au plancher, qu'il allait dire bon bah vas-y maintenant je lui arrache la tête et c'est vraiment pas ce qui s'est passé. Ouais. Intéressant, il a pas mal travaillé au corps aussi. Il retrouve ce que tu disais, Oui. il retrouve son avantage sur le pied avant.
C'est la première fois qu'il le retrouve vraiment depuis round 4 peut-être, où il retrouve vraiment ses angles et son avantage, parce que Fury a plus de jeu de jambes de toute façon, donc Fury peut pas contrer ça. Voilà, il survit là. Il survit, et en plus, alors Usyk, méthodique, très militaire dans sa façon d'agir, il tape au corps, parce que Fury est comme ça, et Fury n'est jamais comme ça, hein, voilà, c'est pas, Fury a toujours les bras en bas, il est souvent en Philly Shell, ou il a toujours des gardes, voilà, il est jamais garde mexicaine, là, garde vraiment haute, et là il se retrouve garde haute Fury, et donc Usyk tape au corps, en se disant, il y a deux trucs, il y a deux utilités à ce moment précis du combat de taper au corps. C'est une, continuer à épuiser Fury, parce qu'on voit que Fury est plus là à cause du knockdown, mais comme on le disait avant, il commençait déjà à baisser de régime, round 8, il avait déjà baissé de 7, 8, Ça il fait 30 commençait déjà minutes à qu'ils baisser de combattent régime. hein, à ce Voilà. moment-là. Ça fait 30 Ça fait minutes 30 qu'ils sont minutes sur le et puis ring. qui s'envoient. Hein. C'est pas Ouais, juste de c'est ça, tu l'observation, vois, donc, plus le knockdown, plus, Fury est vraiment est pas bien du tout dans le round 10, donc il tape au corps, ça continue de puiser dans les ressources de Fury, donc les coups en plus au corps que vous mettez en début de combat, ça épuise de l'énergie pour les combats, pour les derniers rounds. Par contre, c'est plus facile à encaisser parce que vous êtes encore quand même frais, donc votre corps est encore plus à même de prendre des coups. Quand ça fait 10 rounds que vous la donnez, que vous êtes fatigué, le cardio, que vous avez pris des coups violents, là les coups au corps ils font tous mal et c'est instantané, les effets, ça te coupe les jambes sur le champ. ouais. Donc Uzi qui tape au corps, il tape au corps, du coup en plus ça oblige Fury à baisser les mains quand même à un moment donné, parce qu'il peut pas juste dire bon bah je prends tout dans le bide, tant que je prends rien à la tête, c'est pas comme ça que ça marche, donc il prend des coups au corps, il se retrouve à baisser un peu les mains, il en prend une à la tronche, donc il les remonte. Donc en fait L'enfer. c'est épuisant, il est juste débordé Fury dans ce round-là. À la dernière Oui. minute, il reprend du poil de la bête, il arrive à mettre 2-3 combinaisons sympas. C'est pas des combinaisons lourdes ni rien, parce qu'il a plus les jambes pour s'asseoir, c'est ce que t'expliquais tout à l'heure. Donc mais il met des combinaisons sympas pour. Je pense que c'est même au-delà je pense que c'est pour se rassurer lui-même, à mon avis, parce qu'il touche à peine. C'est vraiment des combinaisons presque de combat amateur, c'est-à-dire juste pour faire des touchés. Mais je pense que c'est pour se rassurer lui-même, dire est-ce que je suis encore dans le combat, est-ce que j'arrive encore à me défendre, et il arrive à reculer, à mettre des petits crochets un peu dans des angles un peu bizarres, bras avant, bras arrière, à mettre 2-3, 1-2, juste suffisant pour se dire je suis encore dans le combat, pour dire au juge je suis encore dans le combat, pour dire à l'arbitre je suis encore dans le combat, pour dire à Usyk c'est pas fini mon gars, il reste 2 rounds derrière. Je vais Oui. peut-être pas te laisser imposer ton rythme non plus indéfiniment et impunément. Je suis quand même le champion WBC poids lourd, le champion linéaire poids lourd. Il est hors de question que je me laisse faire comme ça en fait. Et il y a Oui. vraiment un regain d'orgueil de Fury, et on sait à quel point Fury il est orgueilleux, à quel point il est, enfin ce cœur de combattant qu'il a. Et on sait là, à ce moment-là du combat, je pense que Fury s'il gagne, il gagnera au mental. Et il gagnera, pareil pour Usyk, hein, qui est fatigué aussi et tout, mais Usyk, comme tu disais, il est toujours dans sa technique, il est toujours dans son game plan. Il a pas bougé de son game plan depuis le round 1. Il a eu des moments un peu moins bien dans le combat, mais là, il est revenu round 1. Dans sa tête, c'est allez, c'est bon, Ouais. on repart à la guerre. Mais du coup, il le fait très méthodiquement, donc Usyk est en train de gagner le combat. Évidemment sur le mental, parce qu'à ce niveau-là, voilà, mais sur sa technique, sur son game plan, sur l'exécution, alors que Fury, sa seule solution, c'est pas forcément le chaos ni rien, mais par contre maintenant c'est de revenir et de donner tout ce qui lui reste, quitte à sortir du ring sur un brancard quoi. Là Fury a plus le choix, parce qu'avec le knockdown, Oui. il sait que même s'il est devant au point, et il peut l'être, c'est pas la question, même s'il est devant au point, il sait que le knockdown ça peut changer drastiquement la vision du combat pour les juges, pour même le public. Enfin il sait que c'est trop compliqué ce qui se passe post knockdown, donc il doit maintenant il doit être dominant, vraiment dominant. Oui, oui, totalement. Et là donc Et là, justement, quand on rentre dans les rounds de championnat, le round 11 et 12, c'est les rounds qui sont, à mon sens aussi, pas mal discutés, ouais, je parce suis que le d'accord. round 1, justement, c'est celui qui a fait basculer la balance du côté de Fury pour un des juges Ouais, qui l'avait donné gagnant, donc Craig Metcalf. ouais, Metcalf, ouais. Et après revisionnage, on peut comprendre. Parce que Mm. il marque ses points et en clinch, il utilise beaucoup, beaucoup l'accrochage et le clinch, du coup, enfin, le clinch pour pourrir, entre guillemets, le combat. Ouais. Donc, Usyk, il baisse aussi de rythme parce que forcément, il est cramé, mais il arrive quand même à toucher significativement à plusieurs reprises et il arrive aussi à contrer les tentatives de clinch de Ouais. Fury. Et justement, c'est intéressant parce que moi, j'avais vu le combat et j'avais pas forcément en tête le dernier combat de Fury contre Ngannou. Mm. Et il y a le Blaine Henry sur Twitter, je vous Ouais, recommande j'ai les vu. amoureux des analyses techniques, qui a fait une petite vidéo dans laquelle il a juste posé la question, mais est-ce que Fury il a étudié Ngannou? Et Usyk. là, je vais Est-ce vous que mettre Usyk a deux étudié images, Ngannou, ouais. l'une après l'autre, dans cette 11e reprise justement, lorsqu'il y a Fury qui essaye d'accrocher Usyk, on voit un contrôle coude au niveau du biceps droit de Fury et un contrôle au niveau de l'épaule de Fury aussi.
Et en fait, si je vous mets les 2 images après, il y a une autre image où on voit Ngannou qui fait exactement la même chose Ouais. pour se défendre du clinch de Fury. Et c'est super intéressant de voir à quel point c'est des combattants qui boxent pas au hasard. Et Ah ouais, non, c'est ils clair. s'entraînent, effectivement, mais ils entraînent aussi leur esprit, leur mémoire musculaire et leur stratégie pour essayer d'annuler et de s'adapter au coup de aux techniques de leur adversaire. Et là, c'est super intéressant parce que Usyk fait exactement la même chose que Ngannou qui a fait pour s'en sortir dans ses phases de clinch. Et je vous recommande la vidéo de Blaine Henry où du coup on voit justement il met plusieurs fois dans le combat, hein, dans différentes phases de clinch. Je pense aussi à une phase de clinch en milieu de combat, je crois round 5 ou 6, où t'as Usyk qui passe en dessous, en fait, qui passe en dessous le bras de Ngannou, de Fury, pardon, pour limite lui prendre le dos. Ngannou a fait exactement la même chose. Et donc c'est pour moi l'action du round parce que ça montre aussi l'intelligence de combat d'Usyk dans une phase aussi avancée du combat avec La le fatigue, mental et le la corps qui est pas pression, mal tout ce qui va, entamé. ouais. Je trouve ça dingue de toujours tu vois, stick to the game plan, toujours être se raccrocher aux fondamentaux après des mois d'entraînement. Et ça me fait aussi repenser à une phrase qui disait Usyk à la fin du combat, il dit mais tu sais ce combat-là, je l'ai préparé quand je te voyais en 2008. J'avais ce combat en tête, je m'imaginais te Ça fait combattre. 22 Et ans donc, qu'il disait qu'il préparait effectivement, et puis il était au premier rang pour le combat contre Klitschko. Il avait dit qu'il vengerait Klitschko. Enfin, tu c'était vois, en 2015, ça fait 9 ans qu'il dit bah, c'est lui, dingue. je vais Hein. vraiment lui arracher la tête. Et puis son père est mort il y a pas longtemps, et c'était son rêve et le rêve de son père de devenir undisputed heavyweight. Enfin, il y a ça qui rentre en jeu effectivement aussi. Il y a le mental, enfin voilà. D'ailleurs, on vous mettra aussi des photos. J'ai pris quelques photos sympas et j'ai pris notamment une photo. Kabir vient de dire un truc et quand Usyk s'est retrouvé dans le dos de Fury, et j'ai pris une photo cool de ce moment, donc on vous l'affichera aussi évidemment, histoire d'avoir des images exclusives pour Fight Minds en plus. Donc ça c'est cool. Ouais, rien à dire. Je pense que si l'overhand de Usyk qui recommence à passer à chaque fois comme en début de combat, Oui, oui. en fait on recommence à voir ce qui s'est passé au début de combat, parce que pareil, Fury recommence à contrer au corps depuis les cordes. Donc on a un peu bis repetita des 2-3 premiers rounds, avec moins d'intensité évidemment, mais un peu le même aspect, même configuration de combat. Et à mon avis, moi, ce qui fait basculer en faveur de Usyk ce round dans mon scoring, c'est la gauche qui place dans les toutes dernières secondes du round. C'est un Ouais. coup hyper clean, c'est à la fin du combat, à la fin du round. Du coup, tu te dis bon, celui-là, tu peux presque tu peux le donner à Usyk. Et effectivement, je trouve pas ça scandaleux parce qu'il y a 2 très gros coups au corps de Fury. C'est pas scandaleux que ça glisse pour Fury, mais moi je l'ai vu pour Usyk Pareil. à vraiment une gauche près, quoi. Pour le coup. Ouais, pareil, pareil. Le 11 et 12 sont assez discutables sur Ouais. le scoring. Et justement, si on enchaîne sur le 12, on voit un Fury qui clinche beaucoup, mais comme je vous le dis, C'est hein, nullifié, là, Usyk, complètement nullifié. Dans le 12, le ouais, clinch de Fury, il sert plus à rien. Alors, pour le coup, ouais, c'est impressionnant. ça. Contrôle, comme dans beaucoup de sports, même pour ceux qui pratiquent le Muay Thai, par exemple, dans les phases de corps à corps, de clinch, de PAM, contrôle biceps, en fait. Si tu contrôles le biceps de ton adversaire, il peut rien faire. Ouais, Tu vois. là, Donc, même avec le dos. c'est vraiment textbook. C'est comme à l'école. Ouais. C'est ce qui est assez simple à placer sur des boxeurs, parce que pas forcément formés. Donc, si tu t'entraînes beaucoup au clinch en anglaise, tu t'améliores vachement. Enfin, tu deviens vite dominant, en fait, parce que il y a les 95% des gars, en fait, s'entraînent pas du tout au clinch. Le clinch arrive dans le combat. Bon, bah, ça arrive, l'arbitre va nous séparer de toute façon, donc on s'en fout. On va pas apprendre à Et clincher, tu vois. la mécanique qui est dommage, je pense, après on va pas, mais dans beaucoup de disciplines de percussion, c'est que justement dans ces phases d'accrochage, je pense que beaucoup de gens pensent que c'est de la force pure, alors qu'en Ah, c'est fait, que de la pas technique. forcément. Que de la Et technique. c'est que de la technique Ouais, oui. et du transfert de poids et du contrôle, du contrôle. Donc on va pas rentrer dans une analyse de lutte, mais en fait, ces réflexes-là de contrôler le biceps, de placer sa tête Mm. dans un endroit où on peut pas se faire toucher, c'est que de la logique en fait. Oui, Et je oui. pense que justement, t'as des combattants qui, dans ces phases accrochage, essayent de un peu casser ou de mettre beaucoup de poids, etc. Et t'en as d'autres qui profitent pour se reposer, qui se mettent juste en position entre guillemets de sécurité. Et une clé de combat que j'avais vu en faveur de Fury lors de la preview et qui finalement Usyk a réussi à totalement nullifier, c'est toutes ces phases Mm. d'accrochage et toutes ces phases de contrôle que Usyk a eu, qui ont permis du coup à Usyk de pas forcément prendre beaucoup de dégâts, de pas subir le poids de son adversaire lors des phases Ouais, de clairement. clinch. Mm. Et donc c'est un round discutable. Moi je le donne à je le donne à Fury, mais je sais que c'est discutable. Pourquoi? Parce que il a quand même mis beaucoup de volume, même s'il a manqué. Usyk avait fortement baissé de régime à ce moment-là, Mm. et vu qu'il a pas mal pourri le round, le peu de moments où on a eu de l'action, c'était plutôt, à mon sens, en faveur de Fury. Mais
11-12, c'est très discutable. On peut le donner à l'un ou à l'autre. À mon sens, c'est quelque chose qui est soumis à débat. Je suis curieux encore une fois d'avoir vos retours en commentaire. Et en action de round, par contre, ça, c'est un kiff. On le voit aussi dans le highlight de DAZN, c'est le crochet de Usyk qu'il fait. Il fait un peu en sautant en mode Un gazelle punch. Gazelle Punch, Et ouais. moi, ça me fait kiffer. Pourquoi? Parce que ça me rappelle justement l'un de mes knockdowns préférés, Frazier contre Ali lors de leur première opposition. Ah ouais. On vous met Quel aussi la crochet. vidéo. Quel crochet. Ouais, on vous met un extrait où, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu écoutes les commentaires dans le highlight, t'entends justement, ils disent que t'as Usyk qui s'envole, qui a les deux pieds qui sortent, Un vrai enfin, qui sont Gazelle Punch. Ouais, ouais. voilà, il est gazelle punch où il a Mhm. les deux pieds hors du sol, quoi. Il s'envole. Et ça me fait penser au knockdown de Ali contre Frazier, Floyd magnifique. Patterson aussi qui mettait des Gazelle Punch Ouais, d'un bah, ça autre vient de là, hein, monde. que ça vient justement de l'école Cus D'Amato. Ouais, Enfin, c'est Frazier, D'Amato, ouais. non, c'était Diffetch, mais c'est Tyson, D'Amato qui évidemment. avait appris Évidemment, Mac ouais, Tyson. effectivement, qui avait appris le gazelle punch. Mm. Et c'est un coup qui permet à la fois, quand on voit l'extrait à 50 secondes du highlight, c'est un coup qui permet à la fois d'esquiver le jab de Fury, de sortir de l'axe et de prendre une impulsion avec son esquive en Mm. mettant du poids vers l'avant pour sauter et envoyer un gros crochet. Mm. Et franchement, ça aurait été magnifique un knockdown ou même un KO sur ce coup-là. C'est pas arrivé, mais c'est un coup très, clean Ouais, mais et ouais, ouais. qui m'a rappelé un des plus beaux coups et plus Plus, largement avec par extension l'un plus des beau plus beaux combats combat, bien que j'ai sûr. vu. Et donc non, c'était l'action du round. Même si je le donne à Fury, l'action de ce round, c'est ce Ouais, ouais, crochet de je Usyk. suis d'accord. Moi, j'aime bien Et aussi donc en c'est plus vraiment les magnifique, quoi. Gazelle Punch. Moi, j'aime bien en mettre des Gazelle Punch parce que Ouais. je fais 1m83 moi et je boxe en lourd léger, donc je suis relativement petit pour ma KT. Et en fait, c'est trop bien pour rentrer dans la distance, pour rentrer dans la garde. Et en plus, je combats des deux côtés. Je suis ambidextre, du coup, ça me permet de faire des angles un peu improbables, le Gazelle Punch. Et en fait, je pense que des gars comme Usyk sont pas ambidextres, donc c'est dommage, mais il a quand même un excellent bras avant. Donc ça lui permet Oui. quand même d'avoir de l'impact sur ses bras avant, sur certains angles. Mais tu vois, par exemple, je pense à Marvin Hagler. Moi, je me suis beaucoup inspiré de lui justement en apprenant le Gazelle Punch. Parce que comme aussi je peux switch, du coup, je m'étais inspiré de ce gars-là. Et en fait, Mhm. le Gazelle Punch, déjà, ça te permet de couvrir beaucoup de distance, mais en fait, ça te permet de prendre des angles. C'est-à-dire que tu mets un Gazelle Punch avec, supposons, le bras droit derrière, imaginons. Ça te permet, une fois que tu as placé ton Gazelle Punch, de rentrer dans l'angle mort de l'adversaire. Et là, de changer de garde et de taper avec ta gauche derrière et ta droite devant. Et l'inverse Ouais. de l'autre côté. Et en fait, ça te permet de prendre des angles horribles à gérer pour l'adversaire. Donc le fait que Usyk le place à ce moment-là du combat, c'est quand même assez ouf. Surtout que du coup, ça, comme tu dis, c'est l'action du round et ça bouscule quand même Fury encore. Mais Fury passe quand même pas mal de. Je sais pas moi, il y a eu un gros bras arrière qui fait un peu bouger Usyk, qui m'a aussi beaucoup plu dans ce round. Ouais. Il y a une grosse droite de Fury qui ébranle Usyk. Tu sens pareil. En fait, ce round 12, euh, pendant le combat en direct, je me disais, et on était nombreux à se dire, ok, le combat peut vraiment basculer d'un côté comme de l'autre, et on peut même avoir un KO tardif, en fait. On peut même avoir un KO au 12e round, parce qu'ils y vont là quand même. Alors, il y a moins d'impact dans les frappes, enfin, c'est les championship round, t'es crevé, ça fait 36 minutes que tu combats, bon voilà. Mais ils y vont, quoi. Enfin, tu vois, il n'y a pas Ouais. de. On s'économise pas. Les 20 dernières secondes, c'est des combinaisons dans tous les sens, etc. Et on se disait, putain, là, ça peut quand même aller d'un côté comme de l'autre. Moi, je le donnais à Fury aussi. Du coup, ça m'a amené à 114 Usyk, 113 Fury. Donc, j'ai la même scorecard que le troisième juge, je crois. Pareil. Donc, c'est pas. Alors, le juge qui a donné 115, 112 à Fury, je suis pas sûr quand même. Là, ça me Mhm. paraît un peu. Bon, ça me paraît pas mal comme différence. En fait, le 115-112 Usyk me paraît plus cohérent que le 115-112 Fury. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais euh, Usyk, en fait, Fury domine le round, domine le combat sur certains rounds et pendant la première moitié, grosso modo. Et puis il reprend du poil de la bête dans les deux derniers rounds. Mais en fait, les moments de domination forts sont quand même pour Usyk. Et Oui, je si suis on prend les d'accord. 12 rounds, Usyk, au point de vue de l'activité, d'un point de vue de la pression, d'un point de vue du contrôle du centre du ring, un point de vue de qui impose son rythme à qui, c'est quand même Usyk sur le global du combat qui est dominateur. Alors c'est pas comme ça qu'on score la boxe. Donc évidemment que c'est pour ça qu'on vous a fait un récap là d'1h23 round par round. C'est parce que c'est comme ça qu'on score la boxe. On la score round par round, on la score pas sur un global. Et c'est comme ça qu'on score le MMA aussi et tous les sports de combat d'ailleurs. Mais si t'es obligé, une fois que le combat est fini, de prendre un peu de recul et de dire, bon, concrètement, qui a gagné ce combat
sur le global, sort grandi de ce combat, qui sort dominateur de ce combat. Bon là, les deux en sortent grandi parce que quel combat. Mais qui sort dominateur de ce combat. Et les images les plus marquantes, c'est quand même Usyk. C'est-à-dire Fury, il met des gros coups, il y a cette uppercut d'un autre monde. Mais le fait que Usyk le prenne, cette uppercut, qu'il bouge pas, enfin qu'il soit électrocuté, mais que ça dure une demi-seconde, et qu'il revienne dans le combat et qu'il tente de contrer en plus derrière, tu te dis, ouais, alors que Fury, on l'a vu rebondir aux quatre coins du ring. Bon, c'est difficile de donner le combat à Fury, même si, encore une fois, c'est pas scandaleux. Un draw aurait pas été scandaleux. 114, Ça 113 m'aurait Fury, c'est vénère pas un draw, hein. scandaleux. Ça aurait été horrible, par contre, un draw. Ouais, ça m'aurait fâché Moi un aussi. draw parce que pour l'enjeu, il Moi fallait aussi. déterminer un gagnant parce que c'était symbolique, Et quoi. surtout que dans 2 semaines, Donc, il y avait plus l'IBF qui était en jeu, donc un bah, rematch, il ça est aurait plus pas été déjà, bah ouais, undisputed. c'est ça. Il Bah, fallait un il a gagnant. déjà été, à l'heure où on enregistre, il a déjà été retiré, hein, l'IBF. Enfin, il est Non, je crois déjà. qu'il a encore une semaine. Non, il est dans une semaine. Là, il y a Dubois Ouais, mais c'est Ergovic, pour ça, je crois mais. qu'il a jusqu'au dernier moment pour la rendre vacante. L'IBF a Hmm. donné, en fait, l'IBF a donné une deadline justement au 1er juin, juste avant le combat. Et en fait, Oui. si la ceinture, si Usyk a pas rendu la ceinture vacante de lui-même, elle lui sera retirée juste avant le combat en fait. Ce qui est ouais, non mais la politique en boxe, je te jure. Regarde Spence contre Bud à la fin du combat, c'est pareil. C'était l'IBF? Non, c'était laquelle? Je sais plus, c'était pas là. Je me Ah, je rappelle me rappelle plus, hein. plus. Mais pareil, elle a été rendue vacante. Et puis on peut parler de Lennox Lewis à l'époque, pareil, qui avait été. En fait, l'Undisputed est au-dessus de tout. Donc les fédérations sont obligées de s'aligner sur l'Undisputed. Par contre, une fois que l'Undisputed a été fait et qu'on a couronné un mec, là ils refont ce qu'ils veulent. Et Ah, c'est comme chacun pour soi voilà, après. et comme en fait si vous voulez, il y a un cycle. Alors c'est pas officiel, on fera une vidéo dédiée, mais juste très rapidement. Vivement cette vidéo. À chaque fois qu'on fait une Ah, vidéo, on dit, ah, il faut qu'on fasse faut une qu'on la vidéo fasse sur semaine les. prochaine parce que là c'est un bordel sans nom. En plus comme il y a Ergovic Dubois qui va arriver pour l'IBF, va falloir qu'on fasse la vidéo avant que tout le monde comprenne, parce que sinon ça va être mais attends je comprends pas, attends c'est pas Usyk du coup le champion IBF poids lourd, enfin du coup faut qu'on voilà. En gros chaque fédération a le droit d'imposer un mandatory, donc une défense obligatoire, à un combattant qui tient les ceintures. Donc par exemple, Joshua à l'époque, il détient l'IBF, la WBO, la WBA. Son mandatory, c'était Usyk, c'était son mandatory WBO, si je dis pas de bêtises. Donc, Hmm. Usyk était le mandatory de WBO parce que c'était l'ancien champion cruiser WBO. Du coup, il avait fait un transfert là-dessus. Le combat contre Chisora décidé, en fait, finalement, c'était un title eliminator. Donc, Joshua était obligé de défendre contre Usyk. Ensuite, Usyk gagne les ceintures, mais il gagne pas que la WBO, il gagne l'IBF et la WBA avec. Et l'IBO, mais pour l'instant, on s'en fout. Donc là, il se retrouve, Usyk, avec un rematch obligatoire contre Joshua, qui était un rematch contractuel. Donc il redéfend ses ceintures contre Joshua, il gagne. Et là, c'était au tour de la WBA de présenter un challenger Un mandatory. mandatory. C'était le WBA, c'était Daniel Dubois. Donc il a défendu contre Daniel Dubois. Donc là, c'était au tour de l'IBF, puisque la WBO, la WBA avait été défendue en dernier. Là, c'était au tour de l'IBF. L'IBF, c'est Ergovic, le mandatory, depuis qu'il a battu Gilles Jang il y a 2 ans, je crois. Donc c'était au tour sous la sous-carte d'ailleurs de Joshua Usyk. Donc c'était au tour de Ergovic de combattre contre Usyk. Usyk a dit non, je peux pas combattre contre Ergovic parce que j'ai un combat d'unification avec la ceinture WBC de Tyson Fury. Donc du coup, l'IBF a été obligé de se mettre en retrait, d'accepter parce que l'Undisputed prime surtout. Ça c'est comme ça, ils sont obligés de s'aligner. Surtout qu'en plus maintenant avec l'Arabie Saoudite qui dicte un peu ses conditions, là ils ont été obligés de s'aligner. Sauf que l'IBF a dit ok on accepte. Par contre, vu que t'as pas voulu défendre ta ceinture IBF, on te la retire. Ce qui est quand même un scandale parce que Usyk, depuis qu'il est champion, il n'arrête pas. Enfin, il est quand même actif pour un champion du monde poids lourd à 3 ceintures. Et que à côté de ça, vous voyez la WBC, ils ont jamais forcé Wilder à défendre ses ceintures contre des mandatories. Fury Wilder, ça a duré 10 piges. Après, il y a finalement Fury a fini par défendre contre son mandatory qui était White. Sauf que derrière, il combat Chisora qui est même pas dans le top 15, donc ils ont été obligés de le monter dans le top 15, sinon t'as pas le droit de défendre ta ceinture. Enfin bref. Et après, derrière, il a défendu contre Ganou. Alors, avec tout le respect qu'on a pour Francis, quand t'as 0 combat que t'es pas classé, tu peux pas être mandatory WBC. Ouais. Donc c'est un bordel sans nom, mais du coup, Usyk se retrouve strip de la ceinture IBF, donc on lui enlève sa ceinture IBF. Donc Usyk, effectivement,
Il l'a pas rendu pour l'instant, mais on peut considérer qu'il est déjà plus champion IBF. Il est uniquement champion unifié WBA, WBO, WBC, IBO, Ring et Lineal. Mais il est plus champion IBF et il se sera sera officiel très bientôt. Et Hrgovic Dubois vont combattre pour décider de qui sera mandatory IBF. Petit aparté au passage, mais Dubois est vraiment le mec le mieux managé du monde. Hein. C'est pas possible d'avoir autant de title shots, d'avoir autant de combats importants et de les perdre à chaque fois et d'avoir quand même un combat important derrière. C'est une dinguerie. Bravo Frank Warren. Mais du coup, si Hrgovic gagne le combat, Hrgovic devrait être donc le champion IBF parce que cette ceinture IBF sera remise en jeu entre Hrgovic et Dubois. Et comme derrière Joshua combat le 21 ou 22 septembre à Wembley. Wembley est booké, c'est prévu, ce sera un événement saoudien, ce sera la Riyadh Season. Sauf que ils commencent à organiser des combats en dehors de leur. En dehors de l'Arabie en dehors Saoudite, de l'Arabie Saoudite, il y a le 6 août, il y a Crawford contre Madrimov, qui est un combat Riyadh Season. Et du coup, alors à partir de ce moment-là, Joshua devrait combattre logiquement parce que beaucoup de gens parlent du vainqueur de Zhang contre Wilder. Pourquoi Joshua irait combattre. Alors Wilder à part le fric, mais pourquoi il irait combattre alors qu'il y a Hrgovic ou Dubois qui sont largement à sa portée et qui ont une ceinture? Parce que s'il gagne la ceinture, déjà 3 fois champion du monde, donc il rentre dans la cour des grands comme Mohamed Ali. Et en plus, l'IBF, du coup, maintenant il faut unifier les ceintures. Et donc il y a Usyk qui est là. Et il y en aura un Usyk Joshua 3 du coup. Peut-être une trilogie, en sachant que Joshua est quand même meilleur depuis qu'il s'entraîne avec Ben Davidson. Il a repris du poil de la bête. C'est un peu le Joshua old school qu'on voit dernièrement. Après, il a pas eu les plus grosses oppositions. Donc pour l'instant, on sait pas. Mais sachant qu'il y a le rematch Fury Usyk qui est prévu pour le 23 octobre, 22-23 octobre, je crois. Ouais, ils avaient dit 12-13 ou 22-23, je sais plus, mais en gros. C'est octobre, quoi. C'est octobre ils se à bataillent Riyad. sur mi-octobre, quoi. Fury, à la fin du combat, à la conférence de presse post-fight, avait dit que pour l'instant, c'était pas d'actualité le rematch parce qu'il avait pris plein de coups dans la tronche. Il a dit regardez-moi, je ressemble plus à rien. Il me tarde qu'une chose, c'est de rentrer chez moi, voir mes enfants parce que les camps ont été longs là. Enfin, c'est quand même beaucoup de pression. Il vient de perdre pour la première fois de sa vie. Il est plus champion linéaire alors que ça faisait 9 ans qu'il l'était. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu quand même. Et il a dit j'ai une tarte de rentrer chez moi, de discuter avec mes enfants, ma femme. On verra avec Frank Warren, donc son promoteur, c'est quoi notre prochain move. Mais je vous dis rien maintenant. Usyk, lui, qui était sur un petit nuage, à contrario, a dit bien sûr que je veux activer la clause de rematch. Enfin, que je veux faire le rematch contre Fury, sachant qu'en plus maintenant il est champion, donc là le split des bourses c'était 70% Fury, 30% Usyk, bah là c'est à minima 50-50, et encore si Usyk est gentil, s'il négocie pas plus. Donc finalement Fury a balancé aujourd'hui, que par le biais de Frank Warren, son promoteur, qu'il allait activer la clause de rematch à 100%, c'était sûr. Donc on aurait un rematch en octobre, sans la ceinture IBF cette fois-ci, donc beaucoup moins d'importance historique. On est quand même très intéressé par le rematch, évidemment, parce que quel combat, le premier combat. Après, on se le disait en off avec Kabir, le problème, c'est que souvent, les revanches, pas les trilogies, mais les revanches, ça peut être décevant. On va prendre Ali Frazier, le deuxième, c'est le plus pourri des trois. Et si Fury gagne la revanche, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Usyk dit attends, moi j'ai envie de prendre ma retraite parce que Usyk il a 37 ans, faut pas l'oublier, et puis ça fait un moment qu'il boxe. Est-ce que j'ai envie de prendre ma retraite avec quand même en tant que champion du monde, donc est-ce que on signe une trilogie, ou est-ce que là on dit Fury a gagné, il a 3 ceintures, qui a la 4e? Anthony Joshua? C'est quoi le plus gros combat à faire en ce moment, et peut-être même honnêtement dans le top 3 des plus gros combats de tous les temps? C'est Fury Joshua à Wembley. Donc Fury Joshua à Wembley 2025. Mais en même temps, est-ce que Fury peut battre Usyk? Il y a beaucoup d'inconnus. C'est magnifique ce qui se passe pour l'instant. Et puis t'es pas sûr que Joshua gagne la ceinture non plus IBF, tu vois, parce que Joshua il peut se faire péter la gueule par Hrgovic, tu vois, ou peut-être par Dubois. Je vois vraiment pas Dubois battre Joshua, mais il peut se faire péter la gueule par Hrgovic. Joshua il peut dire finalement je fais le combat pour la monnaie et après je ferai le combat pour l'IBF. Bon vas-y, j'affronte le vainqueur de Zhang Wilder. Et ben là t'es pas à l'abri qu'il prenne un KO, Joshua, tu vois. T'es pas à l'abri non plus qu'il gagne par KO au premier round. Enfin il y a tellement d'inconnus, mais je pense que le plan des Saoudiens, parce que là, c'est les Saoudiens qui vont gérer ce qui va se passer en termes d'organisation de combat et en termes de vision. Le plan, c'est clairement rematch Fury-Usyk, Joshua qui gagne la ceinture à Wembley IBF, rematch Fury-Usyk, Fury qui gagne. Pour eux, ils croisent les doigts parce que ça permet derrière de faire le combat undisputed d'unification Joshua-Fury. À Wembley.
à Wembley, avec donc une somme astronomique en jeu, avec ce que ça implique d'ambiance d'avoir les deux plus grands boxeurs britanniques depuis Lennox Lewis, enfin poids lourd j'entends, qui partagent le ring, les deux stars les plus polarisantes du sport. Euh, c'est magnifique ce qui nous attend, mais qu'effectivement il y a beaucoup d'inconnus et ça se trouve on va se retrouver avec un combat Kabayel-Parker pour la ceinture vacante WBO parce que Usyk va décider de prendre sa retraite. Donc Ouais. on sait pas du tout où ça en est. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a vu un combat extraordinaire et que vraiment, 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 merci à Fury, merci à Usyk de nous avoir respectés à ce point-là, vraiment. Euh, Merci aux Saoudiens, honnêtement, d'avoir rendu ça possible et d'avoir. Alors, on en a parlé dans le récap à chaud, mais j'ai vu pas mal de critiques sur le rythme, sur même le show, que c'était trop long, machin et tout. Je peux vous jurer que l'expérience live était bluffante et que c'était à un niveau. Et j'ai discuté après avec des gars qui ont fait quand même quelques combats, notamment les présentateurs de DAZN, etc., qui expliquaient que enfin que pour eux Las Vegas pouvait aller se rhabiller maintenant que c'était fini, que Las C'est Vegas dingue, était hein. à la traîne en termes de là attention, hein, je parle en De termes prod, de show, voilà tu veux de dire, ouais. show live, que Vegas était à la traîne maintenant. Et que vraiment, et tu vois, ma compagne a regardé le combat à la télé du coup, et je lui ai montré les vidéos que j'ai fait en rentrant. Et elle m'a dit, ah ouais, c'est même juste à travers la vidéo filmée à l'iPhone, elle m'a dit, c'est quand même pas comparable. Elle m'a dit, à ce qu'on a vu sur DAZN, là, ça a l'air dingue. Et juste avec une vidéo d'iPhone, et effectivement, tout le monde était debout avec les poils dressés sur les bras comme ça, les larmes aux yeux. Enfin, c'était un show extraordinaire, donc bravo à eux. On a eu ce qu'on méritait et ils ont les combattants, les promoteurs, les médias, enfin tous ceux qui ont été impliqués dans ce truc-là, dans cet événement-là, ont tous rendu service à la boxe, je pense vraiment. Il y avait quelque chose. Alors moi, je suis un fan inconditionnel de boxe, donc je suis pas bien placé pour en parler, et je suis pas objectif. Mais j'adore aussi le MMA, j'adore tous les sports de combat en général depuis toujours. J'ai pas découvert, j'ai découvert les sports de combat grâce à Bruce Lee et Thomas Hearns un peu en même temps et tout. Euh, il y a des moments incroyables en MMA, par exemple. Surtout, enfin, c'est une chaîne de MMA, donc on va parler de MMA. Récemment, Holloway Gadji, c'est phénoménal ce qui s'est passé. Et puis, tous les combats historiques auxquels on a droit, mais ce qui s'est passé là, samedi dernier, en termes d'ampleur de show, je trouve. Je trouve que la boxe, pour ça, c'est quand même encore inégalé. C'est un sport qui existe depuis la nuit des temps. C'est un sport qui s'est professionnalisé à la fin du 19e siècle, donc ça commence à faire vraiment longtemps là. Euh, et tout ça, en fait, ça s'est senti samedi. Tout l'importance historique de la boxe, le poids qu'a encore la boxe et qu'aurait dû avoir la boxe sur ces 20 dernières années, c'est l'absence. En fait, c'est l'absence de la boxe qui a permis au MMA de s'implanter. C'est l'absence de la boxe qui a permis aux gens qui aimaient la boxe d'aller vers le MMA en se disant, bah, en fait, on n'en peut plus de la boxe. Les meilleurs affrontent pas les meilleurs. Tout le monde s'évite. Tout le monde râle pour la thune. Ouais, tout le monde veut rester Les shows sont pas invaincu, ouf. personne, ouais, il y a pas de fight. Voilà, il y a pas de fight, les shows sont pas ouf. On pensait qu'il y avait un trou générationnel, on s'est rendu compte que pas du tout. C'est juste que les combats se faisaient pas. Et là aujourd'hui, les combats se font. Inoue au Tokyo Dome, c'est pareil, c'est historique ce qui s'est passé. Crawford, c'est pareil, c'est historique ce qu'il est en train de faire comme run. Euh, et là, Fury Usyk, évidemment, c'est la division ultime, c'est la division des marquis, la division poids lourd. Donc c'était la cerise sur le gâteau. Euh, c'est excellent ce qui est en train de se passer. Et en tant que fan inconditionnel de boxe, moi je suis trop heureux. Et encore une fois, je sais pas si c'est le ring, si c'est la façon dont c'est disposé, parce que la cage en MMA, du coup, t'as la cage, t'as les officiels en bord de cage, mais en fait, ça fait très séparé. Et après, derrière, t'as les rangs. Visuellement, ça fait très séparé. T'as l'impression que les combattants, ils sont un peu seuls au monde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'as l'impression qu'ils sont au Ouais, milieu c'est une comme image, ça. bah, c'est aussi, je pense, toute l'image aussi, surtout au tout début, on disait, ils sont dans une cage, en mode, Voilà, ils peuvent pas sortir, c'est ça. il y en a qu'un seul qui sortira, alors que le ring, c'est une image beaucoup plus Bah différente, c'est beaucoup plus je accessible, sais pas t'es comment limite expliquer, c'est plus avec eux, fort. en fait. Non, je T'as du comprends, t'es monde qui est limite très avec proche eux. du ring, t'as du monde qui saute, enfin, à la fin du combat, t'as plein de monde dans le ring, tu sais pas trop et tout, et visuellement, le ring fait que il y a un truc fort qui se crée, je pense. Et même dans l'inconscient collectif, parce que les plus grandes images que t'as, alors là, le MMA, maintenant, ça fait un moment que ça existe, ça fait 30 ans, mais ça fait, on va dire, 10 ans que c'est très démocratisé avec, enfin, Ronda, Connor et tout. C'est cette époque-là qui a surdémocratisé et qui a ouvert au grand public le MMA. Après, t'as les combats cultes de l'époque du Pride, tout ça.
Mais en fait, historiquement, tu vois, tu parlais d'Ali Frazier par exemple. Tout le monde, Tyson, tous ces mecs-là, en fait, même si t'as jamais vu de boxe, tout le monde a des images de boxe en tête. Tout le monde a des Mm. images cultes de boxe en tête, et c'est toujours dans un ring, et c'est toujours avec ces gens qui se pressent autour du ring. Enfin, il y a quelque chose qui est différent d'un point de vue culture populaire, j'entends. D'un point de vue Oui. impact, parce que ça fait plus longtemps que ça existe. Enfin, je veux dire, c'est logique. Et je pense que samedi, c'était un magnifique hommage, et c'était la continuité parfaite de toutes ces merveilleuses années, de toutes les années glorieuses de la boxe en fait. Mm. Et je pensais pas moi de mon vivant revivre ça, parce que les dernières grandes images de boxe que j'avais moi, j'étais gamin, tu vois. C'était Lewis Holyfield, c'était Bo Holyfield, c'était ça pour moi les grands rendez-vous de boxe. Et là ça a été enfin bravo à tous les acteurs qui étaient engagés là-dedans, parce que franchement et nous, on est trop contents du coup que maintenant on puisse Ouais. vous partager ça sur la chaîne. Enfin, Fight Minds s'est mis à la boxe anglaise au bon moment, quoi. On est content de Ouais, pouvoir vous en surtout que ça parler. ouvre de très très belles perspectives pour la suite, honnêtement, surtout avec à la fois le vivier de combattants qu'on a à la fois à l'international, mais aussi en France, mais également les opportunités que justement les Saoudiens mettent en place, et ils commencent à s'exporter. Justement, tu Mm. parlais de l'événement qui aura lieu à Wembley. On a énormément de belles perspectives et de beaux combats qui peuvent se faire. Ce qu'on dit souvent, c'est que les combats dont on rêvait, ils peuvent se faire Mm. maintenant. Et ça, c'est quelque chose de très différent. On n'est plus, par exemple, pour reprendre la catégorie des poids lourds, dans une catégorie qui est entre guillemets bloquée avec des gens qui s'évitent parce qu'ils sont frères ou parce qu'ils veulent rester invaincus, comme on l'a eu pendant une bonne vingtaine Ouais, les d'années. frères Klitschko, Là, ouais. on est sur une optique où il y a des combattants et des boxeurs qui sont en place, qui s'affrontent, qui prennent des risques. Et on a en parallèle, on n'a pas beaucoup parlé parce que là on a fait le focus sur Fury Usyk, mais là sous carte on a eu d'énormes Ah gros ouais, ouais, talents ouais. dont on voit justement le travail. Tu mentionnais Kabayel. Kabayel, c'est Mm. un gros prospect, un combattant dont il faut retenir le nom parce que dans plusieurs années, je pense que ça va être quelqu'un Je pense là, dont on sur les mecs de retiendra. 25-26 ans, c'est le meilleur de la KT, hein, franchement. Enfin, Bah oui. sur cette. Parce que t'as Itoma qui va arriver très fort, mais il a 19 ans, il a 9 combats. Enfin, lui, c'est vraiment la Mm. définition du prospect. Kabayel, là, il commence à accrocher des noms petit à petit. Il commence à Doucement, accrocher doucement, mais des ça arrive invaincus. sûrement. Mm. Puis, bon, il a battu Chisora en 2017, à l'époque où Chisora était quand même pas mal. Mhm. Il accroche Makhmoudov derrière, qui était censé être le nouveau titan de la catégorie. Bon, moi, j'y ai jamais cru, parce que je trouvais qu'il avait beaucoup de lacunes, mais bon, voilà. Derrière, il accroche Sanchez par KO. Enfin, je veux dire, Makhmoudov et Sanchez, il les bat par KO en plus. C'est quand même, Ouais, ouais, non, c'est dingue. c'est une Donc, tu dinguerie. vois, c'est ce qui montre qu'on a beaucoup de très belles perspectives et qu'on aura de très belles années devant nous. Et donc, ouais, ce combat-là, c'est un peu, je pense, un point pivot, Mm, euh, sans trop m'avancer, hein. C'est vraiment un point pivot sur l'histoire de la boxe des poids lourds et même de la boxe en mm, général parce mm, mm. que il cristallise un peu toutes les bonnes choses qu'on pourra avoir dans les prochaines années. C'est-à-dire des shows à la hauteur, des combattants Mm. qui nous respectent, tous les moyens mis en œuvre pour pouvoir avoir du show, des équipes et des athlètes qui sont au top de leur forme. Donc là, on est vraiment là dans un point pivot qui promet de très belles choses pour les prochains mois, les prochaines années à venir. C'est ce que j'expliquais dans la preview en plus. Pour moi, le combat le plus difficile à faire de toute la boxe actuelle, euh, sans considération de poids et tout, parce que moi, les gens qui parlent de Tank contre Inoue, ça c'est pareil. Je crois qu'on va faire une vidéo sur les Dream Fight un jour, parce que Tank Inoue, Crawford, Canelo et compagnie, là, mais j'en peux plus. Ce qui me fait penser par rapport à Canelo, moi j'aime beaucoup Canelo, je trouve qu'il est injustement trop critiqué, je comprends pas. Mais j'aime beaucoup Canelo. Canelo, il y a quand même, allez, un an, 1 an, 2 ans peut-être, il avait dit que si Usyk redescendait en cruiser, Canelo montait pour l'affronter en cruiser, hein, je rappelle, hein. Donc Oh, le fou. c'est pour ça que je vous dis, les Dream Fight, on va se calmer un petit peu, hein. Les tanks contre Inoue, tout ça on va se calmer, parce qu'il y a des trucs qui se prouvent quand même. Usyk Il y a la aurait nature, hein, il y a la ouais, nature voilà, qui fait Usyk aurait que. assassiné Canelo. Voilà. Il y a pas Canelo, il est solide, il a battu Kovalev, ce que vous voulez. Il aurait tué. Enfin, Canelo repartait vraiment avec une voiture, avec une Mercedes noire, un break Mercedes noir derrière, hein. Donc mais je pense que moi c'était le combat le plus difficile à faire, combat raisonnable entre gros guillemets, deux mecs dans la même caté quoi. Je pense que c'était le combat le plus difficile à faire, c'était un combat d'unification poids lourd et pas forcément Fury Usyk, juste un combat Mm. d'unification poids lourd. Joshua Fury, on l'a vu, hein, ça s'est pas fait. Wilder Joshua, c'était même peut-être pire que Joshua Fury honnêtement en termes de n'importe quoi. Ça s'est pas fait. Comme tu dis, avant, on a eu une période où tu avais deux mecs qui étaient frères, qui étaient champions du monde, qui avaient juré à leur mère de pas s'affronter. Enfin, ça a été une depuis que Lewis
est parti à la retraite, ça a été catastrophique. Voilà, qu'on se le dise. Mm. Là, on a et si la division poids lourd, ça faut bien le comprendre parce que pour le coup, ça c'est vraiment pas comme en MMA parce que les poids lourds en MMA c'est quand même bon, voilà. Si la division poids lourd en boxe souffre, toute la boxe souffre parce que la division poids lourd, c'est ce qui réunit les gens. Combien C'est de l'image de la C'est boxe. l'image de la boxe. Quand Demandez à des gens de tu plus de demandes, 50 ans s'ils ont déjà vu des malheureusement, combats, à part Mike ouais, Tyson. c'est ça. Ils s'en foutent. Exactement. Malheureusement, tu vas voir quelqu'un qui connaît pas trop les sports de combat. Tu lui dis, dis-moi 3 boxeurs, Mike Tyson, Mohamed Ali. Tu vois, il va te Ouais, dire, ouais, mais ce sera toujours des poids lourds. Hein. ouais, toujours des poids lourds. Il va te dire en français, par exemple, Tony Ouais, Yoka, voilà, ou c'est ça ça. dépend des générations, hein, il va te dire, mais Non, mais ce sera en général, toujours, il va te dire ça. ce sera Ce sera toujours des poids lourds. Voilà, et puis après, t'as des combattants historiques évidemment qui n'étaient pas des poids lourds, Cerdan et compagnie, mais globalement, enfin Sugar Ray Robinson, enfin on peut en citer plein. Et puis il y a eu dans les années 80, il y a eu cette période magnifique des 4-3, Oui, qui est peut-être la totalement. plus belle rivalité inter-combattants de l'histoire de la boxe, d'avoir ces 4 talents qui font partie des 4 meilleurs de tous les temps et qui sont là en même temps, au même moment, et en plus qui s'affrontent. Qui s'affrontent et Euh, qui s'esquivent c'est une pas, qui folie. se boxent l'un. C'est une folie. Il y en a un qui met KO l'autre, il boxe l'autre, il perd à la Non, décision mais contre l'autre, il faut que c'est infernal. c'était magnifique. J'ai croisé On Roberto pourra en faire Duran une vidéo, d'ailleurs. ça. Quel bonheur. Faudra la mettre dans, Ouais, faut la ouais, mettre dans la boîte à idées. De toute façon, on vous fera ça aussi si ça vous intéresse. Je sais pas si j'ai déjà proposé, mais j'en reparle. De toute façon, si vous êtes encore là au bout d'1h45, c'est que vous aimez bien, C'est pas grave, soit nous écouter, soit la bagarre, soit que vous êtes endormi. Et que YouTube, la lecture automatique vous a fait tomber sur notre vidéo. Mais des vidéos un peu historiques et des moments importants de l'histoire de la boxe pour que vous ayez les références, etc. Et notamment la période des K3, notamment des Mohamed Ali, des Mike Tyson. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire et des mecs peut-être un peu moins connus. Tommy Morrison, par exemple, des gars comme Ah, ça. par Je exemple. pense qu'il y a beaucoup de trucs à raconter. Donc si ça vous intéresse, pareil comme d'hab, vous laissez les commentaires en dessous, on les lit tous, on répond pas à tous parce que bon des fois ça part dans des discussions sur tous les commentaires, mais au moins on les lit. D'ailleurs moi il faut que je réponde à certains commentaires pour expliquer 2-3 trucs. Des questions qui nous ont été posées. Mais c'est toujours très bienveillant, donc merci à vous aussi d'être Merci là. beaucoup. Et puis, je pense qu'on a tout dit sur Fury Music, à mon avis. Ouais. 1h45, je pense. Après, on peut faire une vidéo de 8 heures hein, sur ces sujets-là, sur l'implication, sur tout ce qu'il y a autour du combat, sur tout ce que ça implique. Mais déjà, toute la partie Fight Week, je suis en train de vous préparer un vlog sur la partie Fight Week, vu que j'étais là-bas en Arabie Saoudite. Je vous ai filmé plein de off, plein de trucs. Voilà, vous allez avoir plein d'images inédites. Donc ça va être très cool. Il y avait du beau monde sur place. On a vu beaucoup de beau monde. J'ai vu Roberto Duran. Moi, ça m'a refait parce que j'ai vu Lennox Lewis et Vander Holyfield et tout, qui sont mes héros d'enfance. Mais Roberto Duran, il y a un truc quand même. Enfin voilà, la période des K3, il y a quelque chose de mystique autour de ces gars-là. Ouais. Évidemment, on arrive avec plein de contenus intéressants sur Fight Minds. On va continuer les récaps et les analyses, les previews et les récaps. Merci. Ça, on va continuer, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ce week-end, il y a notre Christian Solide Mbili National qui combat. Contre Efron, donc ça pareil on vous fera une petite vidéo dessus. Et il y a Josh Taylor qui combat contre Jack Catterall pour un rematch explosif. Ça aussi il y a pas mal de trucs à dire, donc on vous en fera aussi une vidéo. Et on fera des vidéos un peu plus interview, un peu plus évidemment la fameuse vidéo politique slash fédération slash la boxe, comment ça marche bordel. Ça aussi ça arrive et je pense qu'il faut qu'elle sorte genre la semaine prochaine ou un truc comme ça. À mon avis il faut qu'elle sorte très vite. Parce que c'est trop important et c'est trop compliqué à comprendre, donc on essaiera de faire au mieux. Okay. Évidemment, toutes les vidéos historiques, tout ça, si ça vous intéresse, ça arrivera aussi. Enfin, nous, on va avec Kabir, on est assez d'accord là-dessus. On va s'investir à fond dans ce contenu-là parce que c'est un contenu qui nous passionne, qui nous plaît beaucoup et qu'on a l'impression, sans trop nous avancer en lisant vos commentaires, que c'est réciproque pour vous, en fait, que vous commencez petit à petit à vous passionner, qu'on arrive un peu à vous transmettre notre passion et un peu à la rendre viscérale chez vous aussi. Ouais. Donc c'est cool, hein. Si on peut continuer ça, nous, ad vitam aeternam, pardon, on le fera. Mais attendez-vous à pas mal voir nos tronches en espérant que ça vous dérange pas plus que ça. Et les décors aussi, parce qu'on a fait des commentaires sur les petits décors, j'essaye de changer à chaque fois. Ouais, le cell game, tant qu'à faire. Exactement, là on verra la prochaine vidéo où je vais me téléporter. Sur Namek. Merci à Fight Minds de me permettre de me délocaliser un peu partout sur la, le budget Fight la Minds. planète Terre. Le budget de fou chez Fight Minds.
Incroyable. Laisse tomber. Mais merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci Merci à toi, beaucoup. Kabir, évidemment, de m'avoir, Merci à toi, Dylan. comme d'habitude, Merci beaucoup. accompagné, de nous avoir régalé de tes analyses techniques, toujours aussi pointues. Kabir, il voit des trucs que personne voit. Vous avez bien vu ça, ça fait plaisir. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. De toute façon, cette semaine, vous allez beaucoup nous voir. Hein. Il va y avoir pas mal de vidéos de nous. Et puis, merci, abonnez-vous, likez, tout ça, tout ça. Les liens affiliés si vous voulez aller sur DAZN, tout ça, vous connaissez maintenant. Et puis, on vous fait des bisous. Ciao tout le monde. Bye bye. Ciao.